Et bonjour tout le monde. Vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur The Witcher, la série, en 2019 ? Bah à l'époque j'étais à l'université, maintenant je suis au chômage à Paris. Et entre temps, en 2025, il n'y a pas eu une seule saison, mais 3 saisons de cette série adaptée des romans de Andrzej Sapkowski. Retenez bien cette information parce que ça, visiblement, le protagoniste de notre histoire n'était pas trop au courant. Non seulement ça, mais en plus l'acteur principal, Henry Cavill, il s'est tiré et il a laissé sa place à Liam Hemsworth, qui est en gros le frère de Thor. Et Liam Hemsworth, il débarque dans la saison 4 au moment où je tourne cette vidéo, et les premières images sont... Ouh, les effets. Ça, pourquoi pas. Oh non, pas les elfes. Ouais. Mais... ouais, c'est moyen, quoi, jusque-là. Lui, il y a Hemsworth. Ce sera peut-être mieux sur toute la saison avec tout le contexte qu'il faut de sa machin, mais... on verra. Ah, et j'ai enfin pu jouer à The Witcher 2 entre-temps sur mon MacBook de guerre et... c'était trop bien. Pour en revenir à la série, 3 saisons ont donc été produites sur Netflix pour porter à l'écran cette série de dark fantasy légendaire qu'est The Witcher. Pour la plupart d'entre vous, vous avez probablement découvert cette série grâce aux jeux vidéo à succès de CD Projekt Red, et notamment The Witcher 3 qui fête cette année ses 10 ans. Combien ? La série Netflix, qui a commencé peu de temps après, profite en partie du succès planétaire du jeu pour tenter de s'imposer auprès d'un public mainstream abreuvé puis déçu des exploits d'une autre série de dark fantasy à succès, j'ai nommé Game of Thrones. Non, me demandez pas une review sur cette série parce que le peu que j'en ai vu, je m'emmerde toujours devant. De manière royale. Alors attention, la série Netflix adapte bel et bien les romans avec en partie la consultation de l'auteur d'origine. Alors lui, peu importe où et quand je lis sur lui les adaptations de ses livres, moi je sais pas quoi en faire parce que j'ai l'impression que soit il sait pas quoi en faire, soit il s'en bat carrément la race. Donc c'est une équipe mi-polonaise, mi-américaine qui est chargée de la production de cette adaptation qui, quoi qu'on en pense des moyens dépensés, qui semble assez variable selon les épisodes, on va pas se mentir, hein. Plus sérieusement, on dirait que certains décors et costumes sont punis pour avoir piqué le goûter des autres, c'est un peu curieux quand même. Le fait est que c'est quand même un sacré chantier de tenter de sortir une série qui est à la fois la présence des jeux vidéo qui sont sortis avant lui, et la fidélité au roman qu'elle adapte donc directement, contrairement aux jeux vidéo justement. Dans ma vidéo sortie en 2019, je m'étais surtout penché sur le premier trailer de la saison 1 et des quelques informations que j'avais pu glaner sur l'intrigue et sur le casting, étant assez dubitatif sur celui de Yennefer, mais un peu plus indulgent avec celui de Geralt. Même si bon, soyons honnêtes, Mads Mikkelsen ou Charlie Hunnam, je trouve que ça aurait été le feu, mais on peut pas tout avoir. Depuis le temps, on a quand même eu le temps de voir les qualités et les défauts de cette série, notamment vis-à-vis de son acteur principal, Henry Cavill, dans le rôle de Geralt de Rive. Cavill, malgré les défauts d'interprétation et d'écriture de la série, a quand même réussi à fédérer pas mal autour de lui et à retourner une bonne partie de l'opinion envers lui-même, alors qu'au départ, il n'était pas forcément le plus chouchouté dans l'annonce de casting. Il a acquis tellement de sympathie que pour de nombreux fans, il est même considéré comme le Aragorn ou le Viggo Mortensen de The Witcher. Ce narratif est pourtant potentiellement entaché par nombre de déclarations, de rumeurs et de faits assez spéciaux, on va dire. Bon, faut qu'on parle d'Henry Cavill dans The Witcher. Avant de parler du sujet de la vidéo, il faut que je fasse un petit point quand même sur les livres The Witcher. J'aimerais préciser que je n'ai lu que le premier tome, le dernier vœu, qui est un recueil de nouvelles, et donc presque toutes les nouvelles ont été adaptées dans la première saison, sauf une qui, elle, a été adaptée dans la deuxième saison. Donc, à part ce recueil précis, je n'ai pas beaucoup plus de connaissances sur la partie littéraire de cette saga, mais ce que je vais dire va partir de mes impressions, de certaines de mes interprétations, et surtout de ce que j'ai pu glaner, ci et là, de ce que disent les fans sur le net. Il se peut que je change d'avis ou que je trouve d'autres choses à dire sur les livres dans une autre vidéo. De toute façon, j'espère rattraper la saga plus tard, et notamment le dernier en date qui est sorti et qui est sur la première aventure de Geralt en tant que sorceleur. Bref, un point rapide sur les livres en comparaison de leurs adaptations. Cette série littéraire a au moins 2 particularités. Bon, il y en a sûrement plus, mais comme j'ai lu que le premier tome, encore une fois... Les 2 premiers tomes sont des recueils de nouvelles, contrairement aux autres qui deviennent des romans, ce qui implique une construction d'univers, un rythme et une narration totalement différentes, rien que dans sa partie purement littéraire. Essayez donc d'imaginer la difficulté d'adaptation en série télé, en jeu vidéo et en série télé, décidément. Merci Benzaï d'avoir parlé de ce bousin made in Pologne en 2001. Ah oui, sacrée relique du passé quand même. Et l'autre particularité, c'est aussi son ton de dark fantasy et sa construction d'univers, pas exactement comme les autres. Déjà pour vous donner une petite idée d'à quel point c'est vieux, ça existe 10 ans avant Game of Thrones en série littéraire. Mais surtout, contrairement à d'autres univers de fantasy qui essaient d'aller dans le plus fictionnel possible, ici il y a une vraie filiation avec notre monde réel, dans le sens où c'est celui qu'il serait devenu si des monstres et des créatures magiques avaient atterri par hasard dedans, avaient semé le chaos,
et que donc ça a amené à l'ordre mondial qu'on y connaît, plus la création des sorceleurs, dont fait partie notre anti-héros Geralt. Cet événement est connu sous le nom de la conjonction des sphères, et sans ça, l'univers de The Witcher n'existe tout simplement pas. Mais le nôtre, il continue tranquillement. Hein. Enfin, tranquillement. The Witcher parle de personnages certes torturés et avec une humanité assez ambivalente, mais le ton y est bizarrement plutôt libre, car il peut être très noir et solennel quand ça veut, mais aussi très spontané et chelou, voire assez irrévérencieux en fait. Encore que je me base un peu plus sur mes souvenirs des jeux et du premier tome sur ce coup, donc... Ça s'applique aussi au personnage de Geralt de Rive, qui oscille entre sa noirceur inhérente à sa condition de sorceleur, des professionnels tueurs de monstres dont on dit qu'ils sont dépourvus d'émotions, ce qui est une légende absolue, et son humanité plus optimiste et surprenante, ce qui fait que le personnage y est donc assez attachant et assez électrique en fait. Bon, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que c'est de ce matériau d'origine qu'est tiré le plus grand succès des jeux vidéo, mais aussi parce que c'est là où il y a le plus de difficultés dans les adaptations en série télé. Que ce soit la version de 2001 faite avec assez peu de moyens, ou la version Netflix bien plus récente, et aussi quoi qu'on en dise bien mieux produite, mais avec une qualité d'écriture bien plus variable au vu des productions actuelles. Et le fait est que c'est difficile d'adapter pour le petit écran des livres que la plupart des fans n'ont pas forcément lus, puisque beaucoup de ces fans se permettent de critiquer la série Netflix pour des infidélités qu'ils ne peuvent pas vraiment prouver n'ayant donc pas lu les livres, se présentent comme les défenseurs de la vision d'Andrzej Sapkowski tout en montrant des interprétations, des intrigues et des personnages qui sont en réalité dérivés de la vision de CD Red Projekt, qui sont les développeurs des jeux vidéo. Jeux vidéo qui sont une continuation excellente mais non canonique des romans selon Andrzej Sapkowski lui-même. De toute façon, que le créateur de la saga approuve ou non le canon des jeux vis-à-vis des livres n'a aucune importance puisque le jeu vidéo et la littérature sont deux médiums totalement différents en termes de conception, d'ambition artistique et autres. Donc il faut voir les jeux The Witcher et les romans d'origine comme des œuvres entièrement distinctes l'une de l'autre. Ce qui est le cas pour la majeure partie des œuvres adaptées d'autres médiums en fait, simplement. L'autre problème de ces fans qui reprochent à la série Netflix de s'éloigner de l'esprit des livres n'est même pas tant qu'ils le font en comparant l'écriture des personnages et des intrigues entre les livres et la série, ce qui serait plutôt logique. Les fans des livres ont eux-mêmes probablement des reproches très légitimes à faire à la série sur le manque de fidélité au roman, mais qu'ils en soient à partir dans les fameuses guerres culturelles habituelles de ces dernières années sur le soi-disant wokisme qui détruirait la pop culture. On a donc des fans de The Witcher qui sont outrés de voir un chevalier noir dans The Witcher, non pas lui non plus, simplement pour sa couleur de peau. Ou le fait que la série se concentre sur le rôle important des femmes dans cet univers. C'est pas comme si les femmes dans The Witcher étaient pas importantes, que ça soit dans les livres ou dans les jeux, on parle quand même de conseillères, de sorcières, de princesses et de reines quoi. Ça et la condition des personnages féminins a toujours été importante pour les personnages concernés évidemment, mais aussi pour la vie, le travail et ou la psychologie de Geralt, qu'ils soient en relation purement amoureuse, purement sexuelle, voire carrément en rivalité mortelle avec certaines d'entre elles en fait. Je veux bien comprendre qu'on soit un petit peu déstabilisé de voir un Geralt un peu moins présent et assez différent du Geralt auquel on s'est identifié dans les jeux. Dans les jeux, c'est le personnage principal et l'avatar du joueur par lequel on vit toute l'épopée et par laquelle on la ressent. Mais il faut pas oublier qu'on est attaché à ce personnage, surtout pour des raisons ludonarratives en fait. Puisque c'est avec lui qu'on augmente de niveau, qu'on augmente d'expérience et qu'on arrive même à faire des choix que seul le médium du jeu vidéo nous permet de faire. Mais même dans ces jeux, et surtout dans le 3 d'ailleurs, le contrôle du joueur est parfois altéré pour lui faire incarner un autre personnage que Geralt, qui est Ciri. Et Ciri, c'est l'élu de la prophétie dans cet univers, et c'est un personnage qui est autrement plus important que Geralt ne saurait l'être lui-même en fait. Et c'est justement de par cette importance que CD Projekt Red a décidé d'en faire l'héroïne du prochain The Witcher 4. Une suite des choses parfaitement logiques en soi qui a été violemment rejetée par, encore une fois, des fans de The Witcher. Sauf que là on parle pas de gens qui défendent des livres qu'ils n'ont pas lus, mais on parle de gens qui sont censés avoir joué à The Witcher 3 il y a 10 ans et qui sont tellement débiles ou malhonnêtes qu'ils se rendent même pas compte en fait que le choix des développeurs sur Ciri n'a rien à voir avec un agenda woke. C'est quelque chose qui se retrouvait déjà dans le jeu qu'ils sont censés avoir adoré et compris en fait. Donc que ce soit les détracteurs de Ciri, l'héroïne de The Witcher 4, ou ceux qui crient au wokisme devant la version Netflix dès lors que ça accorde un petit peu de temps de développement à des personnages féminins qui avaient déjà leur propre développement dans les jeux et les livres, ces gens vont insulter, harceler et calomnier les responsables de ces œuvres sous couvert de protéger des choses qu'ils ne comprennent même pas, voire des choses qu'ils ne connaissent même pas de base. C'est beau, non? Et tout ça m'amène au cas d'Henry Cavill. Pourquoi? Parce qu'il fait un assez large consensus sur le fait que ce serait le seul élément intéressant et passionné de la version Netflix, et ce, même au-delà des sphères anti-woke en fait. Le narratif selon lequel il serait un acteur respectable et respecté de tous, ainsi qu'un grand fan de la saga littéraire et de toute la saga en général, mais qu'il aurait été confronté à des scénaristes irrespectueux et simplement désireux de faire passer des idéaux simplement progressistes, ça, c'est un narratif qui n'est pas remis en cause par grand monde,
Même les gens qui regardent The Witcher de bonne foi et qui aiment The Witcher de bonne foi, assez curieusement. Et à vrai dire, j'ai été tenté d'y croire complètement à ce narratif, n'étant pas plus renseigné que ça sur la fabrication de la série, ni même sur les idées d'Henry Cavill, qui en est pourtant l'acteur principal et un de ses producteurs. Et puis je suis tombé sur ce thread Twitter de Perseruna, qui date de janvier 2025, dans lequel elle s'attelle à démonter les croyances et même les mensonges autour d'Henry Cavill, et oui, on va surtout décortiquer un thread Twitter dans cette vidéo. Ça va, commencez pas à râler! C'est pas parce que c'est un thread Twitter que c'est forcément une source d'information invalide. En plus, beaucoup des sources citées sont justement dans les parties alternatives des tweets. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir appris des choses incroyables par ce biais, et même si certaines déclarations sont évidemment à prendre avec des pincettes, je pense que c'est important de mettre en avant ce thread. Parce que ça recontextualise beaucoup de choses sur le personnage qu'est Henry Cavill, sur le rôle réel des scénaristes de la série et de sa showrunneuse, et ça remet aussi en avant l'importance du reste du casting, qui non seulement ne démérite pas, mais en plus doit se débrouiller avec des conditions d'interprétation pas toujours optimales, comme vous allez le voir. De plus, j'ai traduit le thread entier, histoire que vous puissiez le comprendre et l'appréhender un peu mieux, j'espère que ça vaudra le coup pour vous. Comme je le disais dans l'intro, on va voir le debunk de Perseruna, qui de ce que j'ai compris est une fan polonaise de The Witcher, qui a lu les livres, qui a probablement joué au jeu, et qui a évidemment regardé pas mal la série, vu comment elle en parle, surtout d'Henry Cavill. Je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qui est dit dans ce thread, hein. Il y a des trucs où clairement j'ai des interprétations qui diffèrent. Mais il y a des choses qui sont quand même assez flagrantes, on va dire. Je tiens à préciser que j'ai traduit les tweets en français, que j'ai également traduit les screenshots en français, histoire que vous ayez un peu plus de contexte. Les extraits vidéo auront des sous-titres aussi dans la vidéo. Je tiens à préciser que même si le travail de la traduction est de rester le plus fidèle en termes de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, ce qu'on veut, par rapport à la langue qu'on traduit, il y a aussi un énorme travail d'adaptation, que ça soit par rapport au contexte, que ça soit par rapport au ton employé, que ça soit par rapport à d'autres choses aussi, des fois, parce qu'il y a énormément de faux amis en anglais, ce qui fait qu'au niveau de la traduction, c'est beaucoup plus dur que de faire de la simple traduction littérale. Donc, faut se creuser un peu les méninges d'une manière ou d'une autre, et puis des fois, il faut, comme je l'ai dit, adapter. Donc, vous n'allez pas avoir des sous-titres ou une traduction, je pense, 100% fidèle en termes de pure construction de phrases, mais j'essaie de rester fidèle à ce que je comprends de l'intention et de l'ambiance et du contexte de la phrase, par exemple. Ah oui, petit truc aussi avec le thread de Perseruna, certaines des déclarations ne sont pas sourcées, mais généralement, on trouve quand même les sources dans les parties alternatives des tweets. Une fois que c'est dit, maintenant, je pense qu'on peut se lancer dans le thread. C'est parti. Pour commencer le thread, je démonte tous les mensonges qu'on vous a racontés à propos d'Henry Cavill dans The Witcher. Déjà, je pense que c'est quand même assez clair de ce point de vue-là. Premier tweet, première preuve, Cavill est un fan de longue date des livres et The Witcher était son projet passion. En réalité, il ne savait même pas que les livres existaient avant que la showrunner lui dise. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il admet chez Jimmy Kimmel, juste ici. So these are books that you read as a kid, and now you get to play the character. I didn't read the books as a kid. I played the games. They released a game called Witcher 3 it's about 5 years ago now. Played that game to the death. Really? And then I heard it was coming out. I met the showrunner, and that's when I learned there were books. Read the books, and I realized I was missing out on a whole world of this stuff. Là, c'est assez important comme contexte parce que il explique clairement que son seul contact avec The Witcher avant d'être engagé dans la série, c'était clairement avec The Witcher 3 uniquement en tant que jeu. Et ça va créer pas mal de petits soucis en fait en termes d'interprétation de son personnage, mais aussi en termes d'entente avec les membres du casting, avec l'équipe technique, avec les scénaristes, avec les showrunners, bref, ça va être un peu compliqué. Mais là, dans cet extrait, il a quelque chose de plutôt détendu, décontracté, et il a une forme d'humilité qui, vous allez voir, va contraster un peu avec ce qu'il va dire de son amour des romans, à partir de la saison 2 en tout cas. Donc jusque-là, ça va. Ensuite, sur son amour des jeux, justement, Cavill dit être un grand fan des jeux vidéo et admet qu'il pensait que les livres en étaient des produits dérivés. Quand bien même, un des premiers trucs qu'on apprend en jouant au jeu est qu'ils sont adaptés des livres de Sapkowski. Pour un si grand fan des jeux, il n'a même pas joué au DLC. Et donc qu'est-ce qu'il dit dans le gif alors ? J'ai joué au jeu avant de lire les livres. Je pensais que les livres étaient dérivés des jeux parce qu'à chaque fois que je voyais un livre The Witcher au rayon, la couverture était toujours tirée des jeux. Quand j'ai rencontré Lorraine, la showrunner de la série, elle m'a parlé des livres. Je n'ai pas lu la saga entière depuis un moment, depuis avant d'avoir eu le rôle en fait. J'ai joué à The Witcher 3 un paquet de fois. J'ai joué un peu au 2 mais je ne l'ai jamais fini. Un peu dommage quand même, parce que The Witcher 2, grand classique. À vrai dire, je n'ai jamais joué au DLC de The Witcher 3. Alors là, on pourrait me dire, c'est quoi le problème de pas avoir joué à des DLC, puisque souvent les DLC, ça fait pas partie du jeu de base et c'est pas obligatoire. Je suis d'accord, mais là, dans le cas de The Witcher 3, c'est quand même très particulier.
parce qu'il y a eu 2 extensions concrètement. Le premier DLC payant s'appelait Heart of a Stone, qui était plus une espèce de campagne secondaire très longue, très bien scénarisée, très bien mise en scène, mais c'était toujours sur la même map pratiquement. Que ça soit à Velen ou à Skellige, c'était le même univers de The Witcher 3, c'était donc le même continent en soi. Mais c'était quand même une campagne scénarisée extrêmement sympa et qui en plus débarquait finalement assez peu de temps après le jeu de base quand même, alors que pourtant il est conséquent le DLC. Le deuxième DLC payant, c'est presque un Witcher 4 en DLC. Je vous jure. Ça s'appelle Blood and Wine, et Blood and Wine nous fait explorer une toute nouvelle région qui s'appelle Beauclair. Et Beauclair, déjà c'est magnifique comme terrain, mais en plus, c'est pratiquement aussi grand qu'une des plus grosses maps du jeu de base, avec un nombre hallucinant de quêtes secondaires absolument géniales, une quête principale génialissime aussi, la musique, mais c'est du caviar, et surtout ça rajoute d'autres personnages qui existaient dans les livres, mais qui n'étaient pas introduits dans la saga avant ça en jeu vidéo, donc ça rajoute du lore qui est super intéressant, ça développe encore un peu le personnage de Geralt, même si peut-être un peu moins parce que son développement est surtout dans le jeu de base, mais mine de rien, on a vraiment des choses super passionnantes qui se passent, et encore une fois, la taille de la carte et tout ce qui se passe dans Blood and Wine, ça en fait presque un Witcher 4 fait à 1 an d'écart du jeu de base. Donc en fait, vous avez presque un quart de The Witcher 3 ou un tiers de The Witcher 3 dans ce deuxième DLC à ce stade. Oui, c'est pas obligatoire effectivement d'avoir joué à ces 2 DLC pour kiffer absolument The Witcher 3, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire aussi fan de The Witcher 3 sans avoir joué ne serait-ce qu'à Blood and Wine ou Heart of a Stone, parce que c'est quand même des piliers absolus justement de cette saga vidéoludique en fait. Ensuite, il admet qu'il ne sentait pas le besoin de se préparer pour le rôle car il connaît si bien les jeux. Sauf que les jeux ne sont pas comme les livres, la série adapte les livres, pas les jeux. Oui. Là, on commence à avoir des problèmes. Cavill aurait dit « J'ai découvert les jeux, puis les livres, et l'univers de The Witcher m'est immédiatement devenu très personnel. Je pense souvent au fait de jouer Geralt. Quand cette opportunité m'est apparue, je ne l'ai pas laissé passer. Je n'avais même pas besoin de me préparer pour le rôle, parce que je vis et respire cet univers chaque jour. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de penser à ce personnage lorsque je jouais au jeu. On va voir ça plus tard, parce que Perserona, elle en parle très bien. Sur ce screen où il disait qu'il n'avait pas besoin de se préparer pour le rôle, ça vient d'un article de IGN, qui est juste ici. Ensuite, avec un screen qui lui est tiré d'un article de Hollywood Reporter. Surtout, le Geralt des jeux et celui des livres ne sont pas les mêmes et sont à des moments très différents de leur vie. Il semble qu'interpréter le Geralt des livres n'a jamais intéressé Cavill. Et donc, qu'est-ce qu'il dit du coup à ce moment-là? Je pense à l'interprétation de Doug Cockle, donc le doubleur des jeux, qui est génial car il n'est pas super verbeux dedans. Il ne peut pas l'être puisqu'on joue à un jeu. Il y a des quêtes à accomplir et des monstres à tuer. Donc j'ai emprunté une idée de son interprétation dans le fait d'ajouter de la rugosité à la voix. On peut transmettre tellement de gravité à travers si peu de dialogue et cela aide beaucoup. Je ne souhaitais pas l'imiter parce que c'est son travail. Il y a un souffle dans la voix de Geralt des jeux, là où ma voix a quelque chose de plus rocailleux, et british aussi. Il y a un aspect visuel au style de combat dans les jeux. Wolfgang et moi ne voulions pas le copier pour la série, mais il fallait au moins qu'il soit aussi bon, voire meilleur. Voilà, donc encore une fois, Henry Cavill se fourvoie dans une interprétation qui est plus liée aux jeux vidéo qu'au bouquin qu'il n'a donc pas lu, ou qu'il n'a lu que plus tard. Et d'ailleurs, fait intéressant, même si la partie qui est surlignée, c'est surtout le fait que Geralt ne soit pas très verbeux, en vrai, même la partie sur les combats, sur l'aspect visuel des combats, j'ai préféré quand même le lire, parce que même dans cet aspect-là, ça montre qu'il se calque énormément sur les jeux, quand bien même, encore une fois, la série n'adapte pas les jeux. Ça surfe sur le succès des jeux éventuellement, mais ça n'adapte pas les jeux, ça adapte les livres, encore une fois. Ensuite, et là malheureusement je n'ai pas du tout de source, mais j'ai l'impression que ça vient d'un panel peut-être de Netflix, il admet également qu'il n'a lu les livres que juste avant d'avoir obtenu le rôle, ce qui nous situerait entre 2017 et 2018, donc rien de bien impressionnant, surtout si on compare à quelqu'un comme son collègue Joey Beatty, qui est donc Jaskier dans la série, qui a lu la saga plus de 3 fois à ce moment-là. Et donc ça, effectivement, c'est ce qu'il dit dans ce gif. Une grande partie vient de ma 3e lecture des livres. Depuis quand il les a lus, je ne sais pas, mais visiblement depuis assez longtemps pour qu'il en soit à sa 3e lecture de la saga. Pas du premier livre, pas d'un seul des livres, de la saga, ce qui est quand même plutôt balèze effectivement. Toujours dans l'investissement des acteurs par rapport à la série, on peut citer aussi des gens comme Terika Wilson-Reed, Messia Simpson et Cassie Clark, ainsi que leur dévouement dans la recherche et la préparation pour leur rôle. Donc, qu'est-ce que disent toutes ces actrices? Ici, comme je n'ai pas de source et que je ne peux pas vérifier, je vais supposer que les screens sont dans l'ordre des noms cités dans le tweet. Donc là, si c'est le premier screen, ça doit être Terika Wilson-Reed, j'espère. Quand j'ai passé l'audition, on m'a donné des traits de personnalité avec différents noms de personnages. J'ai immédiatement acheté tous les livres et fait des recherches frénétiques sur qui pouvait bien être ce mystérieux personnage. Je suis allé dans le bureau de Sophie Holland en agrippant un des livres très nerveusement. Depuis le temps, oui, je les ai tous lus et en ai relu quelques bouts avant chaque saison. Bon, des fois je triche aussi. Je vais sur le wiki de The Witcher ou je regarde aussi des vidéos YouTube pour avoir des résumés pratiques des arcs narratifs des personnages. Bon, elle triche,
Mais au moins elle s'investit a priori. Ensuite, Messia Simpson, encore une fois, je suppose. Dès que j'ai obtenu le rôle, je me suis plongé directement dans les livres, avant même de recevoir les scripts. Je voulais avoir de l'avance pour commencer à imaginer ce monde. Ça m'a obsédé, j'ai créé des lignes temporelles, j'ai accroché à mon mur des images qui me reliaient à l'histoire, j'ai revu la saison 1 1 million de fois et j'ai lu beaucoup de trucs sur le Wiki Witcher. L'objectif principal de Francesca est de protéger sa famille et son peuple, donc je l'ai lié à ma vie et je me suis imaginé dans ce monde en train de me battre pour protéger mes proches. J'utilise aussi une technique qui s'appelle le corps lucide, ou lucid body parce que c'est comme ça que c'est dit en anglais pour le coup, une technique qui a été créée par Faye Simpson, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Cette technique vous aide à identifier les points d'énergie qui traversent le personnage, ce qui vous aide donc à mieux l'incarner. Bon, ça a l'air un peu bullshit, mais allez, pourquoi pas, je veux bien. Et donc, Cassie Clare, j'ai fait beaucoup de préparation pour ce rôle. J'ai un dossier Philippa avec plein d'informations comme l'univers et l'histoire de The Witcher, des cartes du continent avec des endroits marqués du genre l'école où Philippa est allée, et des détails sur son passé. Le dossier était rempli, je le lisais en écoutant ma playlist Philippa de chansons que j'avais choisies pour m'aider à rentrer dans le personnage. J'ai aussi fait un peu de méditation pour trouver la présence et la sérénité de Philippa. Voilà, donc en gros, on a quand même 3 témoignages de 3 actrices différentes et en plus pas forcément des rôles principaux, hein. Et pourtant même ces actrices avec des rôles finalement beaucoup plus secondaires se sont investies énormément en lisant les livres, et même si ok elles les ont peut-être lus à peu près en même temps qu'Henry Cavill, c'est-à-dire quand elles ont eu le rôle, elles n'essaient pas de se vanter non plus d'avoir tout compris au personnage. Justement, elles ont lu les livres, et elles ont analysé le personnage, et elles ont créé le personnage dans leur tête avec ce qu'elles savaient des livres et ce qu'elles savaient aussi de la saison 1, parce qu'une des actrices visiblement a été engagée pour la saison 2, et toujours est-il qu'elles ont fait ça avec sérieux, sans vraiment se la péter, et sans faire genre qu'elles connaissaient absolument le personnage, quand en fait elles connaissaient une version du personnage qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait avant. Ensuite, avec des screens qui sont tirés de comicbook.com et un autre screen tiré de Variety, dire que c'était le projet passion de Cavill est un non-sens. On ne te paye pas plus d'1 million de dollars par épisode pour ton projet passion. Cavill a aussi admis qu'il ne le faisait pas pour l'art, mais plutôt pour le gain. Alors là, c'est un screen où, pour le coup, j'ai un petit peu plus de doutes sur l'interprétation, mais vous allez voir. The Witcher s'est avéré être un des plus grands succès de Netflix, et une grande partie peut être attribuée à Henry Cavill. Cavill s'est révélé être un parfait candidat pour le rôle de Geralt de Rive, donc cela ne devrait pas vous étonner que Netflix rémunère sa star bien cher. Selon des sources au Hollywood Reporter, Cavill serait payé 1 million de dollars par épisode sur la saison 2 de The Witcher, ce qui est une sacrée augmentation par rapport à son salaire de la saison 1, lequel se serait élevé à 400 000 dollars par épisode. Ouais, c'est quand même plus 50% augmentation de budget là, pas mal. Je prends des précautions en disant ça parce que c'est mal vu, notamment dans ma communauté, mais aussi en dehors de ma communauté. Je ne fais pas ça uniquement pour l'art, a dit Cavill dans une interview pour Man of the World. L'argent est incroyable et c'est quelque chose que j'estime, encore une fois, c'est mal vu, très important. Alors, moi j'ai une interprétation un tout petit peu différente, même si ça la rend pas particulièrement moins malhonnête, honnêtement. Moi, l'interprétation que j'ai, c'est pas qu'il soit en mode je fais ça que pour l'argent. C'est plutôt j'aime bien bosser sur The Witcher, j'aime bien bosser pour mon projet passion comme il le présente, mais j'aime bien être rémunéré aussi pour ce que je fais. C'est-à-dire, en gros, je travaille pas gratos. Ça peut s'entendre, mais en même temps, bon, mec, t'es payé 400 000 dollars sur la première saison par épisode, t'es payé 1 million de dollars après sur la saison 2. Ça va, je pense que tu vas pas être à la rue non plus. C'est un peu bizarre quand même de ce point de vue-là. Ensuite, il se battait avec les scénaristes pour montrer un Geralt plus fidèle au livre. En réalité, Cavill a décidé de couper la plupart des répliques de Geralt et de grogner à la place, alors que Geralt est pourtant assez bavard et éloquent dans les livres. Ce n'est pas une caricature du mal alpha stoïque qui rumine ou qui broie du noir, mais ça c'est ce que Cavill en a fait. Et oui, c'est un peu un reproche qu'on peut faire à la saison 1 de ce point de vue-là, oui. Tous les grognements, soit je les rajoutais, soit je ne disais rien et je grognais à la place. C'était les autres acteurs qui disaient « je pense qu'il ne va rien dire là maintenant ». Bah écoute, je veux bien et je déteste pas en soi les grognements, d'autant que techniquement dans les jeux, oui, Geralt il grogne un peu aussi pas mal, mais il fait pas que grogner, il fait pas que des ou des fuck. Il parle aussi beaucoup, même s'il parle moins que dans les romans, Geralt parle quand même beaucoup, et puis ok, c'est un jeu vidéo, mais c'est un RPG, avec quand même des choix de dialogue dans pas mal de conversations. Il y a énormément de PNJ à qui parler dans tous ces jeux, et encore plus dans The Witcher 3 qui a un full monde ouvert. Donc, de là à dire que Geralt, c'est juste quelqu'un qui est pas très bavard, et qui en gros ne parle pratiquement que par grognement, c'est un peu caricatural effectivement. Et vous allez voir que ces histoires de grognement, c'est beaucoup plus chiant que ça en a l'air. Hein. Ensuite, Cavill avoue qu'il fréquente les forums sur Reddit et reçoit les retours depuis ses cercles. Après la sortie de la saison 1, il est revenu sur sa décision face à la réaction des fans qui trouvaient que ses grognements rendaient Geralt ridicule. C'est genre, il écoute pas vraiment les retours des scénaristes ou des acteurs ou même des fans des livres, il écoute les retours des gens sur Reddit. Bon, c'est un moyen comme un autre d'avoir du feedback, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre de ce point de vue-là. Alors pareil, j'ai pas de source sur ces gifs, donc va falloir un peu croire ce qui est écrit là-dessus, mais voilà.
Qu'est-ce que dit Henry Cavill sur la vidéo en haut du gif? Dans la saison 1, il n'y avait pas tellement d'occasion de placer de longs dialogues pour lesquels Geralt est connu. Dans les livres, il monologue souvent, car la série mettait en avant 2 nouvelles origin stories. Ouais. Si tu veux, mais bon. Moi je trouve que c'est quand même un peu bateau comme excuse. Qu'est-ce que dit du coup un des scénaristes? Parce que là je ne sais pas du tout qui est interviewé exactement en fait dans le texte du bas, mais on va partir du principe que c'est quelqu'un dans l'équipe des scénaristes ou du moins l'équipe de post-prod. Par exemple dans le premier épisode, quand je l'ai écrit au départ, Geralt parlait beaucoup, comme dans les livres. Les gens pensent qu'il est stoïque, mais dans les livres il parle non-stop. Quand on était sur le plateau, et surtout après en salle de montage, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment besoin de toute cette exposition. Henry interprète Geralt avec tant d'épaisseur et de profondeur qu'il n'y avait pas besoin qu'il nous dise absolument tout ce qu'il ressent. Il peut l'exprimer avec un simple regard ou un grognement. Il grogne beaucoup, cela dit. On a très vite commencé à ralentir sur ça, et après avoir filmé le dernier épisode, le script était bien plus proche de ce qu'on avait eu à l'écran, parce qu'on a vraiment appris ce qui marchait de ce qui ne marchait pas. En ce sens, on a rendu justice à beaucoup de choses des livres, mais on a aussi fait en sorte que ça marche pour le gars qu'on voit à l'écran. C'est pas un témoignage qui est fondamentalement du genre à dire que Henry Cavill a absolument rien compris au personnage ou qu'il jouait extrêmement mal le personnage et qu'il était absolument pas fidèle à ce qui se passait. Genre, visiblement, cette approche un peu plus minimaliste justement avec les regards et les grognements, c'est quelque chose qui a quand même satisfait une bonne partie de l'équipe dans l'interprétation de Geralt. Donc, effectivement, ça pouvait coller d'une manière ou d'une autre. Mais même dans ce témoignage, ils admettent quand même que les grognements, ils étaient un peu too much, mine de rien. Donc ils ont quand même ralenti là-dessus, parce que le script a quand même une importance au départ. Pareil, toujours pas de source, donc voilà. Il explique que toutes les répliques qu'il copiait n'étaient jamais importantes. On sait que ce n'est pas vrai, car Joey Beatty devait carrément reprendre les répliques de Cavill et faire comme si c'était celles de Jaskier, son personnage, pour que l'intrigue fasse sens et puisse avancer. J'ai pas coupé tant que ça, juste des petits bouts quand un personnage dit ce qu'il ressent. Je me suis dit que si Geralt ne dit rien, et peut-être les fameux grognements, ou les ou des fois le F-word, les gens pourraient le prendre comme ils le veulent. Donc ça c'est ce que dit Henry Cavill par rapport aux répliques qu'il a supprimées. Qu'est-ce que dit Joey Beatty du coup? Henry aime bien supprimer ses répliques parce qu'il est feignant. Non vraiment, il aime les supprimer. Il préfère jouer un peu plus avec son visage, avec ses avec ses grognements. Et il y en a beaucoup des Et donc souvent je dois reprendre un paquet de ses répliques et les faire miennes pour que l'intrigue puisse avancer. Ça, c'est quand même un peu gênant effectivement quand t'es acteur. On va dire, mais c'est pas grave ça, c'est quelqu'un qui fait des petits caprices comme ça et un autre qui doit reprendre le travail derrière. Non, c'est pas grave, dans l'absolu, il y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré level de fainéantise et puis un peu de je m'essuie sur les autres acteurs juste pour pas faire son travail ou juste pour dire à ça, ouais non, ça me plaît pas donc je m'en fous, je vais pas le faire quoi. C'est un peu... Non, c'est assez irrespectueux quand même des autres acteurs. Et le fait est que c'est extrêmement dur pour un acteur qui a déjà ses propres répliques à apprendre de se réapproprier les répliques de l'autre quand ça n'est pas prévu au départ et que ça arrive des fois le jour même, et puis en sachant que c'est pour des contextes souvent extrêmement différents. Autant Geralt et Jaskier dans les livres et un peu dans les jeux, ils se retrouvent, ils s'aiment, ils sont assez affectueux l'un envers l'autre, mais dans la série, surtout dans la première saison, ils sont très opposés en termes de comportement. C'est-à-dire que Geralt, c'est plutôt quelqu'un qui broie du noir, et Jaskier, c'est un mec qui est un peu casse-bonbon, mais qui est très joyeux. Donc, avoir des répliques de Geralt que tu dois passer à Jaskier, alors que ce n'est absolument pas la même écriture de personnage de ce point de vue-là, bah oui, c'est quand même assez irrespectueux et feignant. Moi, je connaissais bien Marlon Brando, qui ne voulait pas apprendre ses répliques et qui lisait ses répliques sur des cue-cards, mais alors là, j'avoue, c'est quand même pas mal, quoi. Pareil, pas de source, donc il affirme que ce n'était pas possible pour Geralt d'avoir plus de répliques étant donné que l'histoire avait trop de femmes. Ça c'est entre guillemets. C'est du grand n'importe quoi parce que les livres ont toujours eu une forte présence féminine et qu'ils étaient souvent conduits par des personnages féminins. Mais du coup concrètement, qu'est-ce que dit Cavill dans ses extraits? Pour cette saison, j'ai vraiment bataillé pour avoir un Geralt plus fidèle au livre. Et donc on verra que même s'il reste une forme de mauvais caractère et d'impétuosité par-ci par-là, on y verra aussi un Geralt plus intellectuel. On aperçoit un peu plus de sagesse en lui, il a un penchant philosophique dans les livres que j'ai vraiment essayé de transmettre ici aussi, mais il n'y a pas grand chose que je puisse en faire avec ça. Il n'y a pas assez de marge pour transposer le même personnage des livres dans les limites de la vision de la showrunner. Mais j'ai fait de mon mieux pour jouer un personnage un peu plus tridimensionnel avec un peu plus d'émotion. Bon, déjà premier passage où ça commence déjà à faire des reproches à la showrunner, alors que la showrunner elle doit gérer je ne sais pas combien d'histoires parallèles à côté. Bon, bref, c'est un peu délirant de ce point de vue-là. Et on va me dire, oui, mais la série, elle est pas top. Oui, je veux bien, mais c'est pas parce que c'est pas top que c'est facile à faire. Merci. La vision la plus dure pour moi était de trouver l'équilibre entre la vision des showrunners et mon amour des livres, et d'essayer d'apporter ce Geralt à la vision des showrunners. Il s'agit de trouver un juste milieu ici. C'est l'histoire des showrunners, et c'est une adaptation. La partie délicate, selon moi, était de trouver le Geralt des livres au sein de cette histoire et de pouvoir servir les deux aussi bien que je le pouvais. C'est pas impossible qu'il y ait une forme de bonne foi au niveau de son amour des livres, hein, parce que comme il dit à Jimmy Kimmel quand il a découvert les livres après avoir joué au jeu,
Oui, visiblement il les a adorés et il dit clairement qu'il avait loupé tout un univers en n'ayant pas lu les livres. Mais bon, t'as lu les livres vraiment juste avant d'avoir le rôle, comme les autres acteurs visiblement, sauf Joey Beatty, encore une fois, qui les a lus 3 fois à ce moment-là. Et là on parle de scénaristes qui ont probablement lu The Witcher un bon paquet de fois aussi de ce point de vue-là. Donc, tu débarques, ok, avec ta connaissance et ton amour des livres, c'est une chose, mais faudrait peut-être accepter que tu n'aies pas pu tout capter dès le départ. Ça, et même si les scénaristes voulaient faire quelque chose de différent par rapport à la série au niveau des livres, je vois pas en quoi c'est un mal. C'est une adaptation, ils font un peu ce qu'ils veulent aussi. Qu'ils le fassent bien ou mal, bon, ça on peut juger. Mais ils font ce qu'ils veulent, hein, techniquement. Le principe d'une adaptation n'a jamais été de rester exactement fidèle. Certaines des meilleures adaptations sont parfois très infidèles aux matériaux d'origine. Donc voilà, elle a son propre plan. Donc il faut que je garde ce juste milieu entre le Geralt des livres et la vision de Lorraine. Oui, et effectivement, je ne vois pas en quoi c'est un problème, même si visiblement la phrase ne le suggère pas forcément autrement, mais c'est quand même un peu bizarre. La vision de Lorraine montrait plus un aspect choral que les premiers tomes de The Witcher, avec beaucoup de personnages en gros. Genre par exemple Magnolia, c'est un film choral, où il y a beaucoup d'intrigues et de personnages en même temps. C'est beaucoup plus porté par les personnages de Yennefer et Ciri. Oui, parce que Yennefer est l'amour de la vie de Geralt, et que Ciri est leur fille adoptive et l'élu de la prophétie. Enfin, l'élu de la destinée en gros. Donc oui, tu m'étonnes que c'est porté par ça. Pendant la saison 2, je voulais apporter autant que possible le Geralt des livres au sein de ce que la vision de Lorraine et ce que l'intrigue me permettait. C'est une chose délicate à faire, parce que l'intrigue, comme l'a dit Lorraine, avait comme objectif de mettre les femmes au centre de The Witcher. Oui, encore une fois, je vais pas me répéter, mais oui. Là pour le coup, il y a 2-3 tweets qui sont juste des tweets isolés en fait, simplement. C'est-à-dire que c'est Persenoa qui donne un peu son interprétation des choses, et interprétation qui paraît plutôt logique en soi. Donc, il semble que pendant toute la promotion de la saison 2, Cavill a fait sa sacro-sainte mission de diriger une partie très spécifiquement incel des fans contre la showrunner, les scénaristes et les personnages féminins, et de la retourner en sa faveur. Et moi au départ, je me disais pas forcément que c'était le truc d'Henry Cavill, même si en y réfléchissant, ça paraît pas si débile que ça, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose de très incel dans la fanbase Witcher série télé. Moi par exemple, quand je vais sur des fanpages de The Witcher Netflix, ça va être beaucoup de fans de Henry Cavill, mais alors les autres personnages, des fois, éventuellement Yennefer, ça va, mais il y a pas mal de pages où c'est vraiment, ouais, vas-y, c'est surtout Henry Cavill qu'on kiffe, et les autres, c'est leur son, on s'en fout, soit on les ridiculise carrément. Genre les premières images qu'on voyait avec Laurence Fishburne en Régis, le vampire, tout le monde se foutait de sa gueule et tout, et je sens qu'il y avait des trucs potentiellement racistes, hein, parce que c'est genre, je vois pas en quoi il est tellement plus ridicule que d'autres personnes dans la série. Bon, je trouve que ça va en fait, et puis c'est surtout que c'est vraiment, ouais, il y a quelque chose de très malsain un peu quand même dans cette fanbase. Ensuite, Cavill changeait les scènes pour être plus fidèle au livre. Cavill a expliqué qu'il changeait lui-même les scripts énormément, mais si on regarde tous ces changements en détail, vous pouvez voir que tout ce qu'il a changé ne fait que s'éloigner encore plus du matériau d'origine, aka les livres. Je pense que l'exemple le plus flagrant de ces changements est lorsqu'il tape du poing sur la table en disant que la méchante showrunner voulait faire de la mort d'Ablett une blague. Regardons cela de plus près. Ça, c'est la réplique qu'il a utilisée lui-même. C'est ce que la mort dit à Geralt dans les nouvelles lorsqu'il est au fond du trou, qu'il pense que Yennefer est morte et qu'il n'a plus de raison de vivre, en gros. Et donc, qu'est-ce que dit le screen? En gros, c'est l'interview de Lorraine Isrich, de ce que j'ai compris. Henry était mécontent de cette réplique, se rappelle-t-elle. Au final, je lui ai dit, tu sais quoi, tu me trouves quelque chose d'autre. Je te fais confiance, tu connais le matériau très bien, tu connais les livres très bien, tu n'as même pas à me faire de pitch. Le lendemain, il a trouvé ce beau dialogue à la fin de l'épée de la destinée, je suppose que c'est comme ça puisque ça s'appelle Sword of Destiny, quand Geralt fait face à la mort, et c'est une scène absolument parfaite. Le choix de Cavill est simple mais efficace quand il parle avec son ton grave en Geralt. Enjoy your last walk across the meadow and through the mist. Be not afraid of her, for she is your friend. Et donc cette interview, elle était sur Polygone si jamais. Donc qu'est-ce que c'était la réplique d'origine du coup? La réplique d'origine était « Tu es mon Ablett préféré », ce qui n'est pas censé être une blague ou une réplique comique. Si c'est interprété comme il faut, c'est un adieu doux amer qui pour moi marche bien mieux et est plus proche du personnage de Geralt. Là où la réplique de la mort paraît incongrue et maladroite. Et la source pour le coup c'est Lorraine Isrich elle-même qui le dit sur Twitter, donc voilà ce qu'elle en dit. Bon, ça fait du bruit. Voilà ce qui était écrit dans le script, en hommage au fait qu'un précédent Ablett a existé et qu'un autre existerait après. Ce qui n'est pas une blague en fait. Henry voulait un dialogue plus long et plus émouvant, ce que j'ai eu plaisir à lui écrire. Juste ne crée pas de drama là où il y en a pas, s'il vous plaît. La réplique dans la série m'a pas plus choqué que ça, même si c'est vrai qu'on sent pas tellement l'impact émotionnel parce que Ablett c'est un cheval en fait, simplement. Et puis c'est vrai que de toute façon dans les jeux, on a qu'une seule Ablett, mais c'est plus pratique pour le gameplay. Mais il me semble qu'ils font référence au fait que Ablett, il y en a plusieurs à la base. Mais c'est peut-être justement à cause de cette confusion par rapport au jeu qui fait qu'on a qu'un seul Ablett dans le jeu à travers tout le jeu The Witcher 3.
qui fait que Henry Cavill a peut-être cru que c'était une blague de mauvais goût par rapport à Hamlet, sans se rendre compte que visiblement il y avait plusieurs Hamlet avant. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il y a une sacrée faute d'interprétation, surtout quand tu prétends être un énorme fan des livres et vouloir les respecter. C'est un peu curieux. Ensuite, et ça du coup, c'est une interview qui est sur YouTube de la showrunner, et avec le timecode qui explique du coup ce qui va suivre. Cavill ne voulait pas d'une relation platonique entre Geralt et Triss, alors que ça fait bien partie des livres. Donc là, ce qui est dit dans le screen, c'est probablement ce qui est dit dans la vidéo YouTube en source. Ce qui est important pour moi, quand on a repris ça des livres, c'est que Triss demande à Geralt de passer la nuit avec elle, et que dans les livres, il dit en fait oui une seule fois, et lui dit en gros, allonge-toi à côté de moi, il ne va rien se passer d'autre. Henry pensait très fortement, pendant qu'on tournait la scène, que Geralt pense encore que son véritable amour, Yennefer de Wengerberg, est morte. Donc il en fait encore le deuil. Il ne voulait donc pas partir dans cette direction et montrer une quelconque intimité entre lui et Triss. Ouais, je suppose. Je pense encore une fois qu'il doit y avoir une petite confusion par rapport au jeu, puisque Triss, dans les jeux, effectivement, c'est pas une relation platonique. Déjà, Triss, c'est la première femme qui apparaît dans la vie de Geralt à partir du premier jeu. Yennefer n'apparaissant que dans le troisième jeu. Et effectivement, tu peux avoir des relations sexuelles avec Triss, mais je suppose que là, le principe n'était pas tant d'avoir des relations sexuelles avec Triss dans la série, mais plutôt le fait que si Geralt est censé penser à Yennefer en tant que son véritable amour, peut-être que Henry Cavill s'est dit que ça serait pas forcément terrible pour le personnage, qu'il aille juste trouver du réconfort vite fait avec Triss, mais quand bien même, c'est juste une relation platonique. Et je me souviens pas du tout qu'il y ait une scène de sexe entre les deux personnages, mais bon, peut-être que j'ai oublié, possible. Ensuite, il refusait de jouer des scènes de romance entre Geralt et Yennefer. Donc ça, c'est extrait d'une interview pour Sci-Fi, qui est juste là. Donc qu'est-ce qu'il dit dans cette interview? Cependant, Cavill dit que ce qui a le plus retenu leur attention était jusqu'à quel point il fallait montrer leur passion dans la scène, dont il dit qu'elle allait bien plus loin dans le script de départ. On voulait faire très attention à ce que ça soit vrai et tangible, et que ça ne se transforme pas en une scène à laquelle, en tant que non-acteur, on ne croyait pas, explique Cavill. On voulait en faire quelque chose d'émouvant plutôt que sexuel. C'était vraiment très important et on a dû s'éloigner autant que possible du script d'origine. L'acteur dit qu'ils ont discuté de leurs préoccupations avec les producteurs. Ils ont plaidé que ces personnages pensent à un truc à propos du sort de l'autre et découvrent une autre vérité, dit-il en parlant de la mort présumée de Yennefer. Donc, une relation sexuelle n'avait aucun sens pour eux. Ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, défend-il. Ils veulent simplement être avec l'autre personne et reconnaître effectivement leur existence à nouveau dans cet espace commun. Donc Anya et moi avons fait en sorte que ce soit un tournant émotionnel plus qu'autre chose. Bon, sur le papier, pourquoi pas? Moi, de toute façon, les scènes de sexe, généralement, je suis pas forcément très fan quand c'est vraiment juste montrer des gens qui baisent et mal et avec vraiment pas beaucoup d'émotions derrière, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça dans le cas de The Witcher. Une scène de sexe entre Geralt et Yennefer était prévue dans le script de la saison 2 au départ, mais Cavill n'en voulait pas, affirmant que ce n'est pas ce que le personnage ferait. Ce qui est assez délirant à dire parce que c'est justement ce que ces personnages font. Le sexe est une part inhérente très importante dans leur couple, notamment dans les nouvelles et Time of Contempt, qui est le deuxième roman The Witcher, de ce que j'ai compris. Ils se séparent, se remettent ensemble, vont et viennent avec fracas dans la vie de l'autre, tout en ayant des relations sexuelles très animées. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on voit à ce point dans les jeux là. Encore une fois, en n'ayant lu que le premier livre, je peux vite fait parler du fait que Geralt se confie énormément à Jaskier et aux femmes qui côtoient. Mais après, pour ce qui est des relations sexuelles, je ne peux pas vraiment confirmer, mais je fais confiance à Perseruna là-dessus, vu qu'elle a l'air d'avoir pas mal lu les livres quand même. Ensuite, alors je ne sais pas de quel journal ça vient, mais c'est une qui existe visiblement, donc voilà. Cavill a clairement dit qu'il ne comprend pas l'intérêt des scènes de sexe, ce qui est très gênant à admettre en tant qu'acteur pour moi. Je comprends qu'on ne puisse pas être à l'aise avec ces scènes en tant qu'interprète, mais du coup tu viens pas signer pour des rôles dans lesquels de telles scènes sont requises. Surtout si elles sont importantes pour le personnage. Pareil, je peux comprendre qu'on n'ait pas vraiment envie de tourner des scènes de sexe, qu'on soit pas à l'aise avec l'idée, mais le fait est qu'encore une fois, oui, soit tu tournes pas dans ce genre de truc si tu sais qu'il va y avoir des scènes de sexe, soit tu fais l'effort quand même de les faire, soit tu fais appel à une doublure éventuellement si vraiment tu peux pas la faire, mais tu vas pas faire genre, moi j'en veux vraiment pas de cette scène, vas-y je la dégage, à part si vraiment elle sert à que dalle, mais là on voit bien dans le cas justement de Geralt et de Yennefer que c'est un truc qui arrive souvent dans les bouquins et que c'est pas forcément inutile en soi, donc... On sait aussi que l'emploi de doublure a été proposé pour ces scènes intimes, mais Cavill voulait garder le contrôle total et absolu du personnage de Geralt. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'il n'a exprimé son opposition envers les scènes de romance qu'après qu'une coordinatrice d'intimité ait été engagée pour la saison 2. Et oui, vous allez voir, oui, c'est le cas. Donc cette source est tirée d'un article de Metro UK, vous pouvez aller la lire ici. Donc en gros, qu'est-ce qui est dit ici? Elle nous dit, j'avais une doublure pour les scènes de sexe, elle était toujours là, Flora. Mais je n'en ai pas eu là. Je n'ai eu recours à une doublure que pour la première scène de sexe avant de me rendre compte justement que je n'étais pas à l'aise à l'idée que quelqu'un d'autre joue Yennefer. Puisqu'on interprète toujours un personnage, non? Oui, je suppose que ça s'entend, effectivement.
Voici la position de Lauren quant au fait de filmer de la nudité et des scènes de sexe dans la série. Dernièrement, on a eu une arrivée assez curieuse dans l'équipe. Lizzie Talbot a été engagée en tant que coordinatrice d'intimité pour la série. Pour ceux qui ne savent pas, la coordination d'intimité est un poste assez récent à la télé et au cinéma. Leur prérogative implique de s'assurer du bien-être et du consentement des actrices qui jouent dans des scènes intimes et faire en sorte que ces scènes soient filmées selon une chorégraphie discutée et validée en amont. Tout ce que ça nous indique de l'histoire est que oui, il y aura bien des scènes d'intimité dans la saison 2. Au final, je m'en souviens pas du tout. Parce que je sais même pas si elles sont là du coup. N'empêche, Henry Cavill avait un problème avec le fait d'avoir une coordinatrice d'intimité sur le plateau. Et non pas qu'ils vont te forcer à faire des choses que tu ne veux pas faire, mais justement, c'est leur boulot de te mettre en confiance vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de la personne et vis-à-vis de l'autre personne avec qui tu joues à l'écran. C'est bizarre quand même de se plaindre de ça. Ensuite, et alors là c'est à partir de tweets de Lauren Isrich, encore une fois, il ne voulait pas jouer Geralt avec de quelconques défauts ou faiblesses. Qu'est-ce qu'en dit Lauren Isrich du coup? Je les ai lus, j'ai beaucoup de pensées, mais en voici quelques-unes. En interview, Henry explique qu'il pensait dur comme fer que Geralt ne devrait pas être une figure paternelle maladroite ni en difficulté. En fait, une grande partie de la saison 2 raconte comment Geralt se retrouve dans une famille aimante bien qu'inhabituelle. Henry était véhément à propos de ce changement. On en a beaucoup parlé et avons pensé au final que c'était génial pour le développement de son personnage. Mais ça a eu un effet domino puisque ça a changé ce que Ciri avait besoin de la part de Yennefer, ce qui a donc introduit l'idée d'équilibre entre les personnages. Le fait de voir Geralt lutter en tant que père est pourtant un thème majeur dans le sang des elfes. Il ne sait pas toujours quoi dire à Ciri, ni comment l'aider, mais il tente quand même, ce qui rend le personnage si attachant, mais ça Cavill n'en voulait pas. Même si je trouve que ça marche pas trop mal dans la saison 2 de ce point de vue-là parce que ils ont réussi à en faire une espèce de figure de mentor pas complètement déconnante non plus pour le personnage de Ciri, mais oui, techniquement ça n'est pas fidèle au roman et ça n'est pas fidèle non plus au jeu. Puisque si vous avez joué à The Witcher 3, même si vous avez le choix de quoi faire et quoi dire avec Ciri, ça se voit que Geralt est en difficulté et qu'il se remet énormément en doute par rapport à son rôle de père, de figure paternelle auprès de Ciri. Il n'élude pas la question du fait que bah oui, ce n'est pas un père parfait et qu'il ne le sera probablement jamais, mais il fait ce qu'il peut. Et ça on le voit dans The Witcher 3, ça se sent. N'empêche, c'est une infidélité quand même assez bizarre, parce que c'est genre, au départ, Henry Cavill, il veut jouer le Geralt des jeux, mais dans une série qui adapte les livres, ce qui fait que ce n'est absolument pas le même personnage. Bon, pas grave, il apprend de ses erreurs, il lit les livres entre-temps, donc il veut jouer un Geralt plus proche des livres dans la saison 2. Mais pareil, absolument rien n'est fidèle à Geralt si ton Geralt ne galère pas en tant que père, ou en tant que figure paternelle pour Ciri. Et encore une fois, c'est ce qui rend le personnage assez électrique. C'est un tueur de monstres professionnel, ok, mais lui essaie de retrouver son humanité, et son humanité, il la retrouve en grande partie grâce à Ciri, justement. Et donc, comme dit Perseruna, Geralt ne grandit donc pas en tant que père, il est parfait dès le départ parce que Cavill a refusé de le jouer autrement. Lauren continue en parlant de l'idée d'équilibre autour des figures parentales de Ciri. Ce qui veut dire que si on ne peut pas avoir un Geralt qui galère, il faut donc avoir une Yennefer qui galère. Et il n'est donc pas aberrant de théoriser le fait que l'arc controversé de la trahison de Yennefer a été écrit suite au refus de Cavill de jouer son personnage au plus proche du livre, ce qui a également affecté d'autres intrigues dans la saison. Alors, encore une fois, n'ayant pas lu les livres, je ne peux pas dire exactement ce qui a été perturbé ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez triste que toute une intrigue soit chamboulée juste parce qu'un acteur principal ne veut pas jouer son personnage comme il est prévu au départ. Surtout quand cette personne-là, encore une fois, prétend être au plus proche des bouquins. C'est débile. Il ne voulait également pas que Geralt et Jaskier soient joués comme de bons copains comme ils le sont dans les livres. Alors, moi honnêtement, qu'ils aient une dynamique différente des livres ou pas, j'avoue que ça n'a pas vraiment grand intérêt pour moi. Le fait est que Jaskier dans la première saison, j'ai beaucoup de mal, j'ai un peu moins de mal dans la deuxième saison et je trouve qu'il est mieux dans la saison 3. Mais honnêtement, Jaskier, j'ai jamais été très fan du perso dans les jeux non plus. À la limite, dans le premier livre, oui, pourquoi pas, il est supportable. Mais ça n'a jamais été vraiment mon grand préféré, Jaskier, donc. Et donc là, on a une source différente du coup, qui vient du Hollywood Reporter, ici. Lorsqu'il a défendu son choix de couper les répliques de Geralt, il affirme qu'il n'avait coupé que des répliques pas importantes, ayant un rapport à ses émotions et à ses sentiments. Il est donc raisonnable de penser que c'est à cause de cela que la relation entre Geralt et Jaskier paraît autant à sens unique, notamment dans la saison 1. Oui, c'est vrai que c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire dans la saison 1, Geralt il engueule beaucoup Jaskier, et Jaskier ne sert finalement pas à grand chose à part tomber malade, ce qui amène quand même à la rencontre avec Yennefer. Bon, ça à la limite pourquoi pas, mais c'est déjà un peu le cas dans la nouvelle, sans pour autant qu'il y ait autant une opposition entre les deux personnages quand même. Bizarre. Mais qu'est-ce que dit Henry Cavill par rapport à ça du coup? Dans les livres, ils sont de très proches amis, c'est tellement évident. Ils se parlent très affectueusement, l'opportunité ici est différente parce que Jaskier débarque mais n'est pas très influent dès le départ. Il a fallu montrer l'essence de Geralt et Jaskier en jouant sur leurs aspects diamétralement opposés, ce qui crée une dynamique formidable. Si je devais jouer cela comme dans les livres, ça n'aurait pas le même effet de deux amis liés par le destin. Ça serait juste « Hé mec,
Au lieu de ça, Gérald se soucie beaucoup de Jaskier, qu'il veuille l'admettre ou non. Au lieu d'être effectivement très affectueux envers Jaskier, Gérald est juste ronchon. En fait, paradoxalement, ça marche un peu mieux justement quand les deux persos s'entendent, comme c'est censé être le cas de base. Et du coup, je me souviens que dans la saison 1, ça paraissait assez forcé quand même cette opposition entre Jaskier et Gérald, alors que c'est pas vraiment le cas même dans The Witcher 3, et j'avais joué qu'à The Witcher 3 et The Witcher 1 aussi, mais le 2 je l'avais pas fait encore. Après il y a Alan, qui joue Ciri, et Joey Beatty, qui joue Jaskier, ont déclaré à plusieurs reprises à quel point Lorraine et les scénaristes étaient coopératifs avec eux. Ils demandaient leur opinion sur des trucs et plaçaient spécialement des extraits des livres pour eux. Par exemple, c'est Joey qui a demandé à inclure la scène avec Vespula dans la saison 3, qui est directement tirée des livres. Scène qui est ok, dans mes souvenirs. Je sais pas si ça aurait été tellement moins bien qu'elle n'existe pas, honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis. Et ça, c'est une interview que vous pouvez retrouver ici, chez Flaunt. Donc, qu'est-ce qui est dit justement dans ce bout d'interview? Alan se repose sur les livres que la prochaine saison de The Witcher va adapter, plus que les années précédentes. Ça a été vraiment palpitant parce que j'ai pu avoir un impact créatif sur les choses que j'aime du livre, et j'ai demandé qu'on mette ces éléments du livre dans la série, dit-elle en souriant. Elle voit son parcours avec Ciri comme un miroir du sien, qui s'immisce dans sa propre vie d'une étrange façon. Ce que je traverse en tant que moi, Freya, est en quelque sorte ce que Ciri traverse, dit-elle. Je suppose. De toute façon, elle était très jeune quand elle a commencé dans la première saison, donc... Et vu qu'au moment où je fais cette vidéo, ils ont déjà fini la saison 5, qui est censée être la dernière saison de la série, j'espère que ça va aller pour elle, honnêtement. J'espère qu'elle va avoir une carrière sympa. Donc Henry Cavill, qui se donne vaillamment une tape sur l'épaule parce qu'il change toute une scène sans en parler avec personne d'autre auparavant, ça le fait juste passer pour un mauvais joueur. Et si vous devez savoir quoi que ce soit sur le fait de travailler pour un projet de film ou de série télé, c'est qu'il faut travailler en bon équipier, sinon rien ne fonctionne. Oh oui, je confirme, c'est pas toujours facile, mais oui, mieux vaut travailler main dans la main plutôt que de faire n'importe quoi tout seul. Et donc là, on a un bout d'interview pour Redanian Intelligence, juste ici. Et donc qu'est-ce que ça dit ici? Il n'y avait pas de telle scène dans la série, continue-t-il. Et ces mots m'ont captivé de par leur poésie. Ils étaient tellement sapkowskiens que je voulais les faire dire par Gérald. Cependant, je ne me sentais pas d'avoir une longue discussion sur si je pouvais ou non ajouter ce morceau quelque part. Alors je l'ai ajouté, j'ai dit ces mots face à la caméra, j'étais prêt à affronter les conséquences. Au final, cet ajout a fait mouche dans la saison 2. Oui, ok, pas mal l'impro, mais bon, encore une fois, si les autres acteurs ils disent qu'ils parlent énormément avec les scénaristes sur les ajouts ou pas, franchement, faire son cake comme ça, bon, c'est moyen quoi. Ça, c'est ce que disait Henry Cavill par rapport au fait d'avoir ajouté une réplique, mais voilà ce que dit Lorraine par rapport au fait de travailler en équipe, simplement. Et ça, c'est une interview qui vient d'une interview YouTube, simplement. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Je pense clairement en production télévisuelle qu'on travaille de très longues heures, et un truc que je dis toujours aux gens, c'est « je veux que vous soyez là ». Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours difficiles, qu'on n'est pas fatigué ou qu'on n'a pas envie de rentrer à la maison pour voir sa famille, mais je veux que les gens soient vraiment passionnés par le matériau. Pour ceux qui aiment la fantasy, aiment ses personnages, ses histoires, mais même si on aime tout ça, il faut un environnement qui soit respectueux en premier lieu. J'ai une règle très spéciale quand j'embauche des gens qui est en gros pas de connards. Je veux vraiment des gens sympas et respectueux, et ça en plus pour moi c'est extrêmement important dans le processus créatif. On peut pas travailler avec des gens pour qui vous n'avez pas de respect. Concrètement, Henry Cavill qui est mauvais joueur, ça la fout plutôt mal dans l'équipe, et vous allez voir que ça a une petite répercussion. Donc, la showrunner disait que la passion de Cavill pour les livres était énervante. Lorraine a qualifié Cavill d'énervant, sur le ton de l'humour après que son équipe l'a harcelé d'appels et des mails pour obtenir le rôle. Cavill admet lui-même être énervant, donc cette affirmation n'est que du pur rage bait. Et ici, la source de cette interview vient de Vulture. Donc qu'est-ce qu'il dit dans le screen? D'abord, il a harcelé ses agents pour lui organiser un rendez-vous avec Schmidt-Eastrich afin de faire pression pour le rôle. Le problème étant qu'elle n'avait même pas commencé l'écriture du script et qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'un rendez-vous en face à face. Mais au bout d'un moment, la ténacité de Cavill l'a eu à l'usure. Il était vraiment énervant, a confirmé la scénariste productrice. Je lui ai donc dit « on va se rencontrer, mais la série n'est pas encore approuvée, il n'y a rien ». Je lui ai dit « merci, maintenant j'ai une série à écrire ». Bon, pour le coup elle dit juste « j'ai la série à écrire », mais bon, je trouvais que la tournure était sympa. Pendant les mois qui ont suivi, Schmidt-Eastrich sort le script dans un état acceptable et l'a fait lire à un total de 206 autres acteurs pour le rôle de Gérald. Mais le timbre british baryton de Cavill n'était jamais bien loin dans l'idée qu'elle se faisait du personnage, a-t-elle dit. Et à mesure qu'elle écrivait, il était de plus en plus évident qu'il était le plus qualifié pour le travail. Entre-temps, celui qui était autrefois l'homme d'acier continuait d'harceler son agent pour lui obtenir le rôle. C'était un truc à côté duquel je n'allais pas passer sans avoir fait de mon mieux, a dit Cavill. J'ai agacé mes agents tout le temps, ils me disaient « ils sont pas prêts ». Alors l'histoire de « il était énervant », c'est quelque chose qui a été utilisé énormément contre les scénaristes pour les harceler et défendre Henry Cavill. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont bizarres. Déjà, le fait est que, selon Lorraine, c'est plutôt une blague quand elle dit qu'il était énervant, et que de toute façon, encore une fois, quand elle écrivait le rôle, Cavill lui convenait parfaitement. Même si elle a fait auditionner pas mal d'autres acteurs, elle s'est bien dit effectivement qu'Henry Cavill pouvait convenir pour le rôle. Donc,
c'est pas non plus comme si elle avait casté quelqu'un sans être sûre du tout que ça soit le bon gars. Visiblement, elle avait quand même plutôt un instinct sur Henry Cavill, mais c'est aussi parce que Henry Cavill s'est quand même imposé dès le départ là-dessus. Si Henry Cavill ne s'était pas imposé dès le départ, peut-être même qu'elle ne l'aurait pas choisi et qu'elle aurait choisi quelqu'un d'autre, mais bon, ça on peut faire des si et des mais à propos de ça. Par contre, le fait qu'Henry Cavill lui-même disent qu'il était probablement relou par rapport à cette histoire-là, c'est-à-dire que c'est pas un argument qu'on peut utiliser contre les scénaristes pour dire ouais, ils parlent par pure mauvaise foi, ils veulent rejeter la faute sur Henry Cavill, si Henry Cavill lui-même dit qu'il était probablement relou. Donc encore une fois, chou blanc. Chou blanc donc. Et on va avoir un nouveau protagoniste qui va atterrir dans cette histoire, vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi, mais vous en faites pas, ça va être important. Donc, les scénaristes détestent les livres. Cette affirmation a été lancée par Beau Desmayo, qui a été récemment licencié de sa série Marvel X-Men 97, dont tous ses droits d'auteur ont été retirés à la suite d'accusations de harcèlement sexuel. Oups, je ne sais pas de quel journal ça vient, mais qu'est-ce que ça dit la une du coup? Beau Desmayo, créateur de X-Men 97, renvoyé pour comportement scandaleux, mais insiste que son renvoi était lié à un post pendant la Pride. Étant donné le caractère scandaleux des découvertes, nous avons immédiatement coupé tout lien avec lui, a dit Marvel Studios dans une déclaration partagée par People. Ah, dites-vous qu'il a pas dit son dernier mot, le bougre là. Après son licenciement de chez Marvel, il s'est mis à faire de nombreuses déclarations farfelues, du genre que Marvel l'aurait viré parce qu'il était trop populaire ou parce qu'il est gay, donc il n'est pas difficile de creuser le sujet et de voir qu'il nourrit une forme de revanche. Il a commencé à mentir sur ses anciens collègues de façon à les vexer, et c'est ce qui s'est passé, comme le sous-entend un des scénaristes. Bon, le deuxième screen, je ne sais absolument pas de quel article c'est cité, donc tant pis. Aurait envoyé des photos inappropriées de lui dénudé. Les accusations rapportent que Beau Desmayo aurait envoyé des photos inappropriées de lui dénudé à de jeunes membres du personnel masculin. Ces photos montreraient Desmayo déguisé en divers super-héros, faisant des poses expressément suggestives, prétendument pour servir d'inspiration à la série. Malgré les demandes répétées d'arrêter, les sources de Snyder déclarent que Desmayo aurait continué, avec un interne racontant « Si vous étiez un mec qui semblait avoir moins de 30 ans sur ce projet, vous aviez ses nudes, peu importe que vous les vouliez ou non. » Aurait tripoté un assistant plusieurs fois. D'autres accusations avancent que Desmayo aurait aussi tripoté un assistant plusieurs fois et aurait manifesté des violences affectives et physiques contre les membres du personnel, bien que des incidents spécifiques ne soient pas détaillés. Comportement similaire sur The Witcher. La controverse se remonterait plus loin dans le passé de Desmayo, les sources de Snyder indiquent qu'il aurait également été mis à l'écart de la série Netflix The Witcher pour cause de comportements chaotiques similaires. Brad Winderbaum mis en cause. L'enquête de Snyder note aussi que la décision d'embaucher Desmayo chez Marvel était critiquée, et Brad Winderbaum, directeur de streaming, télévision et animation chez Marvel Studios, est pointé du doigt pour ne pas avoir suffisamment enquêté sur le passif de Desmayo. Voilà, donc en gros, on a concrètement un agresseur sexuel et un mec juste impossible sur un plateau qui est pote avec un mec comme Henry Cavill, qui est aussi plus ou moins réputé pour être un mec un peu contre le fric et pas toujours très carré sur les plateaux. Est-ce que vous commencez à voir le bordel? Je tiens à préciser d'avance que Henry Cavill n'est pas accusé d'agression sexuelle, mais il y a des fois on se demande, vous allez voir pourquoi. Donc là c'est des screens pour lesquels je n'ai pas du tout de source non plus, donc on va voir ça. Pendant ce temps, Desmayo, qui a été renvoyé récemment de la série X-Men 97 via Variety, a été fortement dénoncé par un des scénaristes de The Witcher pour avoir supposément menti et raconté de fausses histoires. C'est plutôt cool et fun d'essayer de parler d'à quel point t'aimes ton travail, puis d'avoir des réponses de ce genre parce qu'un trou du cul avec qui t'as travaillé et aller inventer un paquet de mensonges à tes fans pour cacher le fait qu'il s'est fait virer parce que c'est un trou du cul, et maintenant, c'est ça le narratif. Ouais, donc en gros, ça sent bien le harcèlement orchestré juste pour couvrir ses arrières. C'est quand même assez douteux et ça me rappelle des bails sur YouTube et Twitter, pas très jojo quand même. C'est particulier. Ambrosio continue. Si je m'étais fait renvoyer sans cérémonie d'un boulot parce que j'étais émotionnellement et physiquement agressif, j'essaierais plutôt de me faire aider au lieu de constamment la ramener à propos de mon implication dans le dit boulot. Oui, je suis d'accord. Sans aucune raison, je repense à ce moment où un scénariste gay m'a dit une fois que la bisexualité est un stéréotype, ou l'autre fois où il m'a dit que les passifs sont des récipients à maladie. Il va à beaucoup de fêtes de circuit apparemment. Alors les fêtes de circuit, c'est comme ça que j'ai vu la traduction et c'est un truc qui existe aux États-Unis. Je sais pas si ça existe en France du coup, mais voilà. Ah, et quand je dis les passifs, c'est genre actif-passif dans une relation sexuelle homo, en gros. Enfin, je sais pas si je peux traduire autrement, mais voilà. Et aussi qu'il s'arrangeait pour faire tuer des personnages queer dans ses scripts. Génial! Ah, et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport exactement avec Desmayo et Henry Cavill, à part le fait qu'ils étaient sur Witcher? Genre, est-ce qu'il y a une preuve qu'ils étaient potes? Oui. Il y a une preuve. Desmayo était aussi très pote avec Cavill, et c'est une bien curieuse coïncidence que ces déclarations où il s'en prend violemment au scénariste soient sorties seulement 6 jours avant l'annonce du départ de Cavill de la série. Et si vous cherchez des preuves que Cavill et Desmayo étaient visiblement potes, voilà un screenshot.
Problème, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça n'a pas l'air complètement truqué. Donc là, Henry Cavill montre son portable à quelqu'un, et sur ce portable, qui c'est qu'on voit en troisième? Beau Desmaillots. Coucou Beau Desmaillots qui en gros lui dit hey, salut mec. On voit pas le résumé de ça, mais c'est pas très important. On voit juste que visiblement ils s'entendent bien et surtout qu'il l'a dans ses contacts quoi. Voilà. Et c'est là qu'on en arrive à la partie la plus importante qui résume en gros concrètement l'expérience de Cavill sur The Witcher, même si le témoignage en question il est anonyme. Mais c'est un témoignage assez long que j'ai pris le temps de traduire. Vous en pensez ce que vous en pensez, moi j'en pense ce que j'en pense, mais disons qu'il concorde avec beaucoup d'informations que je vous ai citées précédemment et que Perseruna du coup vous a cité juste avant. Et accrochez-vous parce que c'est assez long et pas super joyeux. C'est parti. Cavill a été supposément licencié pour cause de comportement outrageant sur le plateau, ainsi que pour sa misogynie ambiante. Donc, comment le raconte ce texte, ce screen, qui vient d'une espèce de podcast qui s'appelle 2 mois. C'est écrit comme ça. Ne me demandez pas. Et c'est une espèce de podcast américain, de ce que j'ai compris, qui en gros recense beaucoup de témoignages anonymes, d'insiders, tout ça machin, mais c'est une source qui n'est pas toujours très prise au sérieux parce que, en gros, n'importe qui peut raconter n'importe quoi là-dessus. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même un peu bizarres quand même. Et pas bizarres dans le sens ça colle pas, mais dans le sens où malheureusement ça colle. J'ai eu ce message récemment de quelqu'un qui était en mode « Tu veux savoir comment ça s'est vraiment passé là-bas ?» Et moi j'ai dit « Ouais, vas-y. » Donc je vais vous le lire. Ça dit « Au début de la série, Henry était facile à vivre encore. Beaucoup de demandes inhabituelles qui faisaient que les gens sentaient qu'il n'avait pas franchement l'esprit d'équipe, mais rien d'inhabituel pour une grosse star. Encore que dans le milieu de la télé, ça n'arrive généralement qu'à la saison 2. Mais aux saisons 2 et 3, quelque chose a changé et c'est devenu impossible pour les femmes de travailler avec lui, ce qui est toujours un gros problème. Mais ce qui est encore pire, c'est que la showrunner est une femme. Il essayait d'annuler ses décisions et de systématiquement forcer des changements de dernière minute sans qu'elle soit au courant. Ce qui est complètement taré si tu sais quoi que ce soit en réalisation de série. La showrunner doit vérifier et valider chaque détail jusqu'au bouton d'un costume. Les scénaristes et réalisatrices étaient soudainement ignorés, rendant leur travail impossible. Tous les chefs de département s'en plaignaient. Il a commencé à faire des remarques. Ça n'avait rien de sexuel, il n'agressait personne, il n'était pas lubrique, mais c'était tout de même irrespectueux et toxique. Il a une terrible addiction aux jeux vidéo, à un point où c'est comme travailler avec n'importe quel autre addict en fait. Il était distrait, en retard et obsessionnel. Beaucoup de gens pensent que la misogynie vient du monde des gamers. Le langage de Game Bro, c'est pas comme ça que tu parles à des collègues. Il n'arrêtait jamais. Quelqu'un sur le plateau a comparé ça à voir quelqu'un se faire laver le cerveau par QAnon. Genre, toute sa personnalité a vrillé. Et à mesure, son manque de respect s'est aggravé. Il réécrivait des scènes sans même prévenir les autres acteurs présents dans la scène avant qu'elles ne soient tournées. Il avait décidé qu'il ne voulait plus de scènes de romance du tout, pas de baisers, pas de scènes torse nu, etc. Il voulait le contrôle total des intrigues, mais n'avait pourtant aucune idée des contraintes de la télé, de sa structure, de ses budgets, etc. Il a formé une alliance bizarre avec un scénariste qui était aussi un gamer, qui au final s'est fait virer après de nombreuses plaintes au RH. Après le départ de ce scénariste, Henry a fait tout son possible pour retarder la production et causer des problèmes. Au bout d'un moment, les gros bonnets chez Netflix en avaient marre de perdre de l'argent à cause de lui et des retards dans les enquêtes des RH. Alors on a demandé à la showrunner de prévoir un plan de départ pour lui. Netflix l'a contacté personnellement et lui ont donné un dernier avertissement, qu'il a enfreint dans un mail qu'il a envoyé à toute l'équipe de scénaristes juste après la réunion. Et c'était terminé. Voilà. Honnêtement, je pense que ça parle de lui-même. Je ne sais pas si j'ai tellement besoin de rajouter de commentaires à ce stade. Le seul truc, c'est que l'histoire du plan de départ que Netflix aurait demandé à Lauren Eastridge de faire pour Henry Cavill, ça se serait fait du coup en 2020. En fait, on ne sait pas exactement quand ça s'est fait, mais il y avait eu un article très récemment dans lequel Liam Hemsworth, donc qui a remplacé Henry Cavill pour jouer Geralt, dit qu'on l'avait appelé en 2020 pour reprendre le rôle. En 2020, la saison 2 n'est pas encore sortie, elle sort l'année d'après. Ce qui veut dire potentiellement une chose. Soit Liam Hemsworth s'est complètement trompé dans la chronologie, soit, vu que l'article a retiré toute mention de cet événement, c'était effectivement le cas, mais donc c'était beaucoup plus controversé que prévu, soit Henry Cavill était impossible à travailler après la saison 1 et que donc ils avaient prévu de le virer depuis déjà avant la saison 3. Après, il faut savoir que la mention comme quoi Liam Hemsworth, on l'aurait appelé pour reprendre le rôle de Geralt en 2020, ça a été enlevé d'un article spécifique. Donc, voilà, est-ce que ça a été enlevé parce que c'était une erreur factuelle ou est-ce que ça a été enlevé parce que c'était un peu trop touchy par rapport au sujet d'Henry Cavill ? Je ne sais pas, mais il y a des choses qui coïncident un peu quand même dans cette histoire.
Ensuite, cette histoire vient de 2 mois, et même si c'est une personnalité controversée, on va pas faire comme si ces sources n'étaient pas avérées la majeure partie du temps. Oui, donc voilà, c'est en gros ce que je disais tout à l'heure. Il y a énormément de détails ici qui se recoupent. Le dédain de Cavill envers les scènes de romance, lui qui tente d'entraver la production à cause du licenciement d'un scénariste, et c'était à propos de Mayo, encore lui qui veut le contrôle total et absolu, ses précédents actes et prises de parole misogynes, etc. Et là, Perceruna va juste donner son avis en gros sur la situation, avis avec lequel je suis plutôt en accord, même si j'avoue que j'ai peut-être plus donné le bénéfice du doute au départ que elle. Donc qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis plus encline à croire qu'un homme célèbre avec un ego surdimensionné s'est fait virer à cause de lui-même, plutôt qu'il aurait vaillamment quitté une production qui le payait des millions parce qu'il serait le seul à se soucier du matériau d'origine de tout le plateau. Ce qui est entièrement faux. Oui, ça me paraît plutôt cohérent, effectivement. Genre le mec, il va lâcher des millions de dollars juste parce que les scénaristes n'étaient pas fidèles aux livres, alors qu'ils connaissaient pas les livres avant. Mais même, moi je savais pas en fait qu'il avait pas lu les livres avant cette histoire. Moi j'avais complètement oublié en fait qu'il avait juste joué à The Witcher 3. Mais quand bien même le succès de la série repose quasiment sur ton charisme et sur ta présence, tu es l'acteur principal et un des producteurs de la série, tu expliques que c'est ton projet passion, donc pourquoi tu le quitterais si au final tu n'arrives soi-disant pas à avoir l'aval des équipes de scénaristes pour avoir la fidélité au roman. Lauren Eastrich avait dit dans une interview récemment qu'en gros elle l'avait laissé partir parce qu'il avait d'autres rôles et d'autres projets à faire et que donc elle voulait pas l'entraver. Alors, c'est possible, mais généralement, même si les agendas des grosses stars sont très surchargés, je pense qu'il y avait quand même moyen de trouver un agenda pas déconnant pour Cavill pour qu'il continue dans The Witcher, et après qu'il fasse ses autres projets à côté, si c'était pas Henry Cavill le problème. Et justement, Cavill est un mec potentiellement problématique, comme on va le voir ici. Pareil, accrochez-vous, c'est beaucoup moins long, mais dur. Les déclarations de Cavill à propos du mouvement MeToo étaient dégueulasses et laissent suggérer qu'il défend la culture du viol en répandant cette rhétorique toxique selon laquelle les femmes mentent tout le temps au sujet des maltraitances qu'elles ont subies, et ce pour devenir riches et célèbres. Ouais. Donc là, la source qui est citée vient de Harper Bazaar. Voilà, déjà, la une, ça vous donne une idée du truc. Donc, premier screen. Henry Cavill dit qu'il a trop peur à l'idée de flirter avec des femmes au vu du mouvement MeToo, au cas où il serait traité de violeur. Déjà ça commence mal. L'acteur, qui de toute évidence lutte avec la définition du viol, a déclenché beaucoup de critiques suite à ses commentaires dans lesquels il dit qu'il préférerait appeler une ex-copine que de parler à quelqu'un de nouveau parce que ça serait vu comme de la prédation. Il y a quelque chose de formidable à voir un homme poursuivre une femme, a-t-il dit à GQ Australia. Il y a une approche traditionnelle à ça, ce qui est sympa. Je pense qu'une femme doit être courtisée et poursuivie, mais peut-être suis-je vieux jeu de penser ça. Vieux jeu c'est gentil. Vraiment gentil. Deuxième screen. C'est très difficile de faire ça quand certaines règles sont mises en place, continue-t-il. Parce que c'est genre, bon, je veux pas y aller et venir lui parler parce qu'on va me traiter de violeur ou je sais pas quoi. Non. Mais quelle heure ? À quelle heure ? Donc tu te dis, oublie, je vais rappeler une ex à la place et revenir dans une relation qui n'a jamais vraiment marché. Oh putain merde. Cavill dit que la lutte actuelle contre les violences sexuelles ne lui ont pas laissé d'autre choix, attention c'est intéressant, que de se réunir avec d'anciennes amours, ce qui inclut l'ancienne cavalière Ellen Whittaker et l'actrice Kaylee Cuoco, plutôt que de se jeter dans les flammes de l'enfer. Ok, non mais je ne devrais pas être surpris de lire des conneries comme ça, je ne devrais pas être surpris d'à quel point les mecs peuvent être absolument chelous et horribles en parlant des femmes, mais si, je suis toujours choqué en fait, je ne comprends toujours pas. Je vais pas faire genre que j'ai toujours été irréprochable avec les femmes, mais enfin, j'avais pas ce genre d'insécurité pour le coup. Et j'en ai eu des insécurités, pas de ce genre là quand même. Parce que je suis une personnalité publique, si je viens flirter avec quelqu'un, qui sait ce qui peut se passer, dit-il. Bah tu flirtes avec quelqu'un et la personne est intéressée ou pas. Genre, allô ? Au pire, t'as les paparazzis, mais enfin, tu devrais gérer les paparazzis depuis le temps, non ? Maintenant, on ne peut plus continuer avec quelqu'un au-delà de « Non, mais ok, c'est cool ». Mais après, il y a le « Eh, mais pourquoi t'as abandonné ?» Et là, t'es en mode « Bah peut-être parce que j'ai pas envie d'aller en prison ?» Je sais pas quoi dire. Ah, franchement, quand tu sais le nombre de gens qui sont accusés de viol et qui, en plus, limite, confirment les accusations derrière, et même quand il y a des procès, ils ne sont pas condamnés à de la tôle. Franchement, c'est pas pour un petit flirtouille à la con que tu vas aller en tôle. Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je fais mes commentaires, mais je pense qu'il y a plein d'autres gens, notamment des féministes, qui ont dit des trucs probablement plus pertinents que ce que j'ai à dire là. Donc, ouais, je pense que je vais en arrêter là, honnêtement. Je vais arrêter le massacre. C'est
c'est vraiment, ça m'a retourné. Rien que de traduire ça, ça m'a retourné honnêtement là. En parlant d'action problématique, je n'ai pas les sources partout. Là, je sais que c'est Fandom Wire, mais là, je ne sais pas où c'est encore, donc peut-être que j'aurai d'autres infos. Mais voilà ce qui se dit ici. Il est déjà sorti avec une adolescente alors qu'il avait bien 33 ans. Alors, l'adolescente en question, elle avait 19 ans. Donc elle était techniquement pas adolescente, mais oui, c'est quand même une bien jeune adulte avec qui sortir quand t'as déjà la trentaine passée, hein, donc bizarre cette histoire. Il a aussi eu une relation avec Gina Carano, bien connue pour ses idées transphobes, et pas que. Et oui, je pense que les gens avec qui vous décidez de traîner peuvent en dire beaucoup sur vous. Aussi, la manière dont il parle des femmes est tellement gênant. Donc là, c'est selon une interview de Fandom Wire. Selon une interview avec LUK, l'écart d'âge ne dérange pas Cavill. Les gens disent « l'âge n'est qu'un chiffre ». Une bonne partie du temps, ce n'est pas qu'un chiffre. C'est même un signe tangible de la maturité de quelqu'un. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais où tu veux en venir ? Mais dans le cas présent, elle est incroyable. Henry sort avec Tara depuis qu'ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit l'année dernière et insiste qu'il n'y a aucun problème quant à leur écart d'âge de 13 ans, car elle est très mature pour son âge. Et donc c'était quoi l'anecdote gênante de Henry Cavill ? Je vous la sors, elle est par là, allez, oui ! Alors je sais pas ce que c'était la question, mais bon, je pense qu'on va comprendre assez vite. Ça m'est arrivé qu'une fois et c'était assez gênant, il admet au magazine. Une femme devait se mettre sur moi, elle avait une poitrine impressionnante et je n'avais pas remis mon bazar dans une position innocente. En gros, elle se frottait sur moi et c'est devenu un peu dur. Ok. No comment. Et donc là, pour les prochains tweets, ça va être des tweets isolés, donc voilà. Donc selon Perseruna, il n'a jamais été coopératif et a de ce fait rendu le travail et la vie de ses collègues bien plus compliqués. N'imagine pas le stress que ça doit être en tant qu'acteur débutant sur ta première grosse production, quand l'acteur principal qui joue en face de toi refuse d'interpréter ses répliques et qu'il t'incombe de porter la scène à sa place. Mais c'est pourtant exactement ce que Cavill a infligé à des gens comme Joey Beatty et Anya Chalotra. De toute la promotion pour la saison 3, Cavill n'aura fait que 2 interviews avec ses collègues. Cavill n'avait même pas assez de respect envers eux pour s'asseoir et assister à des conférences de presse en leur présence. C'était toujours Henry, puis après Anya, Joey et Freya ensemble. Ouais, c'est lunaire là quand même. T'es l'acteur principal, un des producteurs et un des points de vente d'une des plus grosses séries Netflix de ces dernières années. Et toi, tu te permets de ne même pas venir avec le cast principal pour faire des interviews, pour faire la tournée promo. Franchement, non. C'est nul. Et donc là, on a un bout d'interview, je ne sais pas d'où c'est tiré, honnêtement. Mais pareil, vous aurez des sous-titres là-dessus. Je vais juste vous lire ce que Perserona dit. Et en tant qu'acteur principal, il n'était même pas fichu de l'ouvrir et de soutenir Anya contre l'immonde harcèlement raciste qu'elle subissait, qui pouvait aller jusqu'à des menaces de mort. Mais par contre, il a bien défendu et encouragé les fans toxiques en disant qu'ils étaient dans leurs droits et qu'ils étaient juste passionnés. Et vous allez voir le niveau de mauvaise foi du truc. When it comes to fans, it is a fan's right to have whatever opinion they want to have. And people are going to be upset because, especially when you're talking about books or games, because you're never going to be the exact person who they had in their head or who they played on Witcher 3, for example. I don't necessarily consider that toxic. I just consider that passionate. Ouais, c'est... Ouais, sacré euphémisme hein, quand même, hein, de passer de toxique à passionné. En sachant qu'encore une fois, on parle quand même de menaces de mort, menaces de viol, harcèlement sexiste, raciste avec des insultes, probablement des menaces de dox aussi, mais je confonds peut-être avec Rings of Power, parce que je sais qu'un des acteurs s'est fait doxer. Et lui, Pépouze, il est en mode « Non mais les fans, ils font ce qu'ils veulent, ça va, et puis ils font rien de mal, ça machin ». Bah oui, poto, c'est facile pour toi de dire ça, quand les fans ils sont derrière toi H24. Hein ? C'est facile de dire ça quand tes collègues se prennent tout l'échec de la série, juste parce que t'es pas foutu de les défendre. Hein ? Et pour revenir un peu à cette comparaison pourrie, Viggo Mortensen, il aurait pas agi comme ça. Du tout. Bon, déjà, Viggo Mortensen, c'est plutôt un mec de gauche, de ce que j'ai compris. C'est un mec qui est assez tranquille dans sa vie. Et surtout, sur le Seigneur des Anneaux, il a toujours été derrière le casting, il a toujours été derrière les équipes techniques, il a toujours été très proche des cascadeurs aussi, qu'on oublie énormément. Mais lui, il a été derrière eux très souvent. Il a toujours essayé de soutenir des indépendants, de soutenir des gens qui étaient en difficulté. Bref, c'est l'inverse de ce que fait Henry Cavill. Viggo Mortensen, c'est même pas quelqu'un qui veut rester connu qu'avec le Seigneur des Anneaux. Il aime bien faire sa carrière tranquille aussi. Et il a pas besoin des fans particulièrement pour avoir l'amour des gens. Il s'en fout. Alors qu'Henry Cavill, lui, visiblement, il compte sur l'amour des fans, mais qui n'est pas un amour très très sain, on va dire. Et vous allez voir aussi à quel point Henry Cavill est bien hypocrite. Par contre, il était bien en forme pour écrire tout un post Instagram pour défendre sa copine qui se faisait dénoncer après avoir fait une blackface. Et là, en gros, de ce que je comprends dans le screen, visiblement, c'était une blackface qu'elle avait fait il y a un moment. Et genre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en
déconner. Et je ne sais pas si elle a présenté ses excuses, je ne sais pas si oui, si non, je sais pas ce qui s'est passé, mais s'il a été écrire un post Instagram pour défendre la blackface... fatigue. Mais l'aspect potentiellement problématique d'Henry Cavill ne se limite pas qu'à ses rapports conflictuels avec ses collègues ou avec les femmes ou avec les racisés en général. Non, il y a aussi un problème avec les conditions de sécurité. Il aurait supposément rompu le protocole lié au Covid pour filmer son caméo en Superman, ce qui aurait mis en danger ses collègues, amenant à l'interruption du tournage. Il était clair en regardant les quelques fois où lui et ses collègues actrices apparaissaient ensemble publiquement que ces dernières n'étaient jamais réellement à l'aise en sa présence. Bon, là c'est encore un autre truc, mais vous allez comprendre, c'est particulier. Bien sûr que les actrices vont dire des choses gentilles à son propos. C'est des professionnels sur des tournées promotionnelles d'une série dont il est l'acteur principal. Mais vous pouvez pas me faire croire en regardant ces quelques apparitions publiques qu'elles sont à l'aise avec lui là. Et moi je suis pas très fan généralement de ce genre d'interprétation parce qu'on peut toujours interpréter un peu n'importe quoi à partir d'un simple geste ou d'une posture qui en fait n'a rien à voir avec ce que la personne vivait ou pensait réellement. Mais bon, j'avoue que là, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Encore une fois, j'y crois pas à 100% non plus, mais c'est pas non plus improbable. Je dis juste que c'est pas 100% probant non plus. Pendant ses adieux au To Doom, les actrices paraissent tellement mal à l'aise et fermées, lui souriant à peine alors qu'il leur parlait, ce qui marque une nette différence comparé à leur attitude auprès de Joey Beatty à peine quelques secondes avant. Donc ça, c'est avec Henry Cavill. And an honor to be working with you guys. You guys bring so much nuance and detail to these characters, which are often at risk of being oversimplified. And what you guys have done with the characters has involved work, care, and effort. And believe me, working with you guys was the biggest pleasure. So, I just want to say I'm going to miss you. I'm going to miss you very much. Et ça, c'est avec Joey Beatty. Is it? Oh, I'm sorry. What news do you have for our wonderful To Doom audience, Joey? J'avoue que ça me fait un peu rire, j'aime bien l'espèce de proximité qu'ils ont, même si après, ça peut être juste une fois dans le To Doom. Honnêtement, c'est un peu près hors contexte, donc il faudrait que je vérifie le To Doom pour voir si effectivement ils ont cette alchimie pendant tout le truc ou si c'est juste un moment où ils rigolent bien ensemble et puis basta. Et là, on est sur les derniers tweets, donc je vais vous les lire simplement pour finir. Cavill a fait une horrible caricature de Geralt, au point maintenant que la plupart des gens pensent que le personnage est un stéréotype de mâle alpha stoïque qui rumine ou qui broie du noir et ne ressent rien, ce qui ne saurait être plus éloigné de ce qu'il est réellement dans les livres. Et oui, c'est vrai que c'est un des héritages finalement un peu foireux de Cavill de ce point de vue-là, quoi. Et en fait, je déteste même pas la série, même si elle est très très moyenne et même très mauvaise à certains degrés. Je déteste pas l'interprétation de Cavill par rapport à Geralt. Mais bon, quand t'es habitué au Geralt des jeux, c'est différent, et quand tu as lu un peu les bouquins, tu te rends compte que oui, il y a une galaxie d'interprétations assez différentes pour le personnage. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est là que je me dis que même s'il a pas l'air si ouf que ça, Liam Hemsworth, j'attends de voir dans le contexte de la série s'il va s'en sortir ou non. De ce que j'ai compris, il a une interprétation un poil différente. Il a toujours un peu la même voix baryton que Cavill pour le rôle, ce qui est plutôt cool parce que ça c'est un aspect qui est sympa. Mais de ce que j'ai compris dans les interviews, il est déjà un peu plus enclin à faire des scènes de romance, d'une. Et de deux, il semble qu'ils se prennent beaucoup moins au sérieux qu'Henry Cavill sur le plateau, mais même dans la série en général. Donc, c'est pas impossible, effectivement, qu'on ait une incarnation différente de Geralt qui soit tout aussi valide, voire plus que celle de Cavill. Mais ça, c'est à voir, et puis il faut voir aussi la qualité de la série, si elle s'en sort à ce moment-là, quoi. Ensuite, Cavill a un jeu d'acteur très limité. Quasiment tous les personnages qu'il a interprétés sont issus du même moule. Ouais, pas faux, ouais. Il n'a pas d'alchimie avec qui que ce soit, et toutes ces scènes dans la série sont nécessairement portées au choix par Anya, Freya ou Joey, pendant que lui ne fait que grogner et avoir l'air constipé. C'est vrai que dans la saison 1, c'est pas là où il est le plus convaincant, parce qu'il se force peut-être un peu trop à une incarnation du personnage qui est trop proche des jeux, alors que ce n'est juste pas le même personnage dans les jeux, et que même Doug Cockle ne le joue pas exactement de cette façon-là. Et je trouve que c'est dans la saison 2 qu'il s'en sort le mieux, parce qu'effectivement, c'est là qu'on voit qu'il essaie, comme il dit, de donner un côté plus philosophique au personnage, mais c'est même pas tant ça, c'est que même avec le côté plus philosophique qu'il a un petit peu forcé entre guillemets, même avec le fait que c'est un père un peu trop parfait dès le départ alors que c'était pas censé être le cas dans les romans et dans les jeux, je trouve que c'est là où il est quand même le plus électrique en termes d'interprétation, et c'est là aussi, quelque part, où on sent qu'il est le plus passionné. En fait, c'est vraiment là où on sent un peu plus qu'il a envie de jouer ce rôle. Même si c'est pas le même que ce qu'il avait prévu au départ, on sent quand même qu'il a envie de le faire. Et puis, vient la saison 3 et
C'est vraiment juste très moyen et tu sens un peu la saison de transition entre ça et la prochaine saison 4 avec Liam Hemsworth. Et le truc c'est que c'est là sur ce coup qu'on voit vraiment à quel point c'est surtout Anya Chalotra qui porte la série et un peu aussi Joey Beatty. Et Freya Allan aussi s'en sort pas trop mal en série, même si elle est pas toujours bien dirigée, elle s'en sort pas trop mal. Il y a tellement de moments où tu sens qu'Henry Cavill se fait chier dans cette saison, c'est triste à regarder quoi. C'est même pas genre il s'ennuie parce que le matériau est pas terrible, non, je pense qu'il s'ennuie juste parce que il veut pas faire d'efforts. Et vraiment, c'est pas professionnel. Et c'est nul, c'est vraiment juste nul comme manière de finir une saison comme ça quoi. Henry Cavill est directement responsable d'avoir fait s'éloigner Geralt et la série du matériau d'origine, ainsi que d'avoir réduit l'intérêt des relations interpersonnelles du personnage. Comme je vous le dis, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, c'est vrai que je me souviens pas de ses relations avec Vesemir par exemple, ou avec les autres personnages, alors qu'on s'en souvient un petit peu dans les jeux quand même d'une manière ou d'une autre. Donc dernier tweet de Perseruna, histoire d'en finir avec ce Fred des enfers. Comme pour la série, regardez, ne regardez pas, je m'en cogne. Mais prétendre que Cavill était le seul bon truc dedans et qu'il était le seul à se soucier des livres est factuellement erroné, et le considérer comme un visionnaire de The Witcher est ridicule en plus d'être une insulte envers Andrzej Sapkowski lui-même. Voilà, je ne vois pas quoi d'autre rajouter, ça sent le sel, mais en même temps, vu ce qui a été exposé d'Henry Cavill, des conditions de la série et aussi du manque de respect des livres, je ne pense pas pouvoir avoir tellement plus mon mot à dire là-dessus. Mais du coup, je n'ai pas vraiment de conclusion à cette vidéo, c'est un peu triste. Bon, je ne pense pas avoir grand chose de si intéressant que ça à dire en conclusion, même si les choses que je vous ai lues, elles parlent d'elles-mêmes. Elles décrivent un environnement de travail vraiment sous tension, du fait que c'est une série à gros budget, mais aussi du fait qu'un de ses principaux acteurs a décidé de la jouer franc-tireur, et ça malheureusement dans un milieu où c'est aussi courant que contre-productif. Je ne vois pas forcément Henry Cavill comme une célébrité purement cynique, on sent dans beaucoup de ses interventions qu'il essaie de s'investir dans les projets qu'il entreprend, seulement il s'investit un peu à sa façon, sans vraiment écouter les retours de ses collègues, fussent-ils acteurs, producteurs, scénaristes ou techniciens. Henry Cavill semble surtout être une personnalité, certes avec du charisme, mais aussi beaucoup d'insécurité et d'égocentrisme. En plus d'être visiblement assez zélé, tout cela semble avoir contribué à des tensions inutiles avec la production qu'il aurait probablement pu lui-même éviter pour éviter de mettre à mal l'intégrité de la série, mais également l'intégrité du personnage qu'il incarne. Le fait de se fourvoyer autant dans une vision du personnage qui n'est pas celle des scénaristes, vision qu'il aurait peut-être aimé ne pas respecter entièrement s'il l'avait pu, le fait qu'il aurait tenté de bloquer toute décision créative qui ne l'arrangeait pas sans demander aux autres leur avis, ses convictions personnelles extrêmement problématiques sur la séduction et sur la dénonciation des violences sexuelles, et son cruel manque de soutien à ses collègues directs face à du harcèlement manifestement sexiste et raciste, font de Henry Cavill quelqu'un d'assez décevant, voire assez méprisable en fait. Tout le narratif que lui et ses fans ont construit sur son soi-disant dévouement au livre The Witcher et à sa respectabilité en tant qu'acteur, non seulement c'est fondé sur des mensonges, mais c'est également fondé sur une campagne de discrédit absolument acharnée envers une équipe de scénaristes qui n'a jamais prouvé de mauvaises intentions vis-à-vis du matériau d'origine qu'ils adaptaient. Et peu importe qu'on vienne me contredire sur ça, parce qu'à l'exception notable de Beau Desmaillots, aucun des scénaristes n'a été reconnu comme étant aussi ingérable que l'acteur principal et n'ont jamais mérité le harcèlement qu'ils se sont pris en fait. Ça ne veut pas dire que la série est exempte de défauts, je vous dis même pas qu'elle est bonne et je vous dis même pas forcément qu'elle est réellement fidèle au livre, mais je vous dis juste que de tous ces gens-là, il semble que ça soit vraiment Cavill qui n'en ait jamais eu vraiment quoi que ce soit à faire d'avoir la vraie fidélité au roman, alors que c'est lui qu'on désigne comme le seul gardien du temple de la fidélité au roman, ce qui n'a pas de sens. Je sais pas à quoi m'attendre avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt, il paraît assez bateau à vrai dire. Mais l'investissement des autres acteurs principaux, lui, semble toujours intact si on en croit les trailers et les interviews récentes. Même si beaucoup de ces contenus sont purement promotionnels et masquent potentiellement de réelles difficultés de production et de tournage, il semblerait que la production de ces 2 dernières saisons ait été quand même un peu moins chaotique que les 3 premières saisons, ce qui en soi est une évolution déjà pas si mal. J'espère que cette saison 4 sera bonne, pareil pour la saison 5 qui est aussi censée être la dernière, mais j'espère également qu'on aura plus d'explications à cœur ouvert sur les coulisses de cette série assez mouvementée, que ce soit avec ou sans Henry Cavill. Je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses intéressantes et que ça vous aura aussi un petit peu diverti. Si vous souhaitez me rejoindre en dehors de YouTube sur mes réseaux sociaux, je suis sur Instagram, sur Twitter et sur Blue Sky. Je suis également sur Twitch, mais comme je ne fais pas de stream régulier pour l'instant, ne vous attendez pas à un calendrier précis. Aussi, je ne suis ni rémunéré par des sponsors, ni rémunéré par l'argent des pubs sur YouTube, donc si vous souhaitez que je réalise d'autres vidéos de ce genre ou dans un autre, il y a 2 solutions. La première, Patreon.
qui est un système de financement participatif à base d'abonnement. Le premier abonnement, le Base Gugus, vous permettra d'être crédité au début et ou à la fin de la vidéo en tant que backer, et vous aurez aussi accès aux prochaines vidéos une semaine à l'avance, si possible. Le deuxième abonnement, le Advanced Gugus, vous permettra d'accéder à ce que j'appelle les bonus DVD de ma chaîne. Donc vous allez avoir des versions alternatives de mes vidéos, des scènes coupées, des scènes alternatives, ou des fonds de tiroir encore un petit peu plus surprenants. Si vous souhaitez simplement me laisser des pourboires, il y a aussi ma page Ko-fi pour cela. Sur cette page Ko-fi, j'ai également des donation goals, histoire de pouvoir acheter du matériel, des logiciels ou encore autre chose. Enfin bref, je vous souhaite un excellent moment, une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao!